Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur votre matinale d'information et d'actualité une fois encore. Nous sommes au rendez-vous et nous souhaitons déjà, à l'entame de cette émission, dire un bravo à nos guépards qui reviennent avec une défaite, c'est vrai, mais une défaite en tout cas qui ragaillardit nos joueurs. Et oui, hier, les guépards se sont inclinés face au Maroc ce lundi dans un match âprement disputé et joué, on va dire à guichet fermé. Ils ont concédé une défaite sur la plus petite marge, 1-0. On va en parler aujourd'hui sur l'instant débat. Nous aurons des consultants, des reporters sportifs pour décrypter, décortiquer, j'allais dire, ce match. Restez avec nous et vous le savez, vous avez la possibilité, chers téléspectateurs, d'opiner en répondant à la question du jour en lien, bien entendu, avec ce match de préparation de nos guépards. Alors la question elle est celle-ci, que pensez-vous du match Bénin-Maroc? On attend vos différents avis sur notre plateforme Facebook et je sais déjà que ça opine très fort. Nadège Sani va nous rejoindre sur le forum de discussion et avec elle on va relayer vos différents avis. Et aujourd'hui également, vous le savez, puisque nous sommes mardi, on va parler santé, on va parler environnement et dans la rubrique santé, on va s'intéresser ce matin aux hépatites virales. Victorine Bondé, notre spécialiste des questions en santé, sera sur ce plateau avec bien entendu un sachant en expert avec elle on en saura un peu plus sur ces différentes hépatites, quelles sont les causes de ces hépatites, quels en sont les symptômes et comment on les soigne. Restez avec nous, c'est dans un moment. Voilà pour le menu de cette émission. Bonjour, génial. Bonjour Rachida. Le bulletin d'information, c'est avec toi dans un moment. Tout à fait, je suis impatiente, mais d'abord, il y a plein de choses à voir d'abord. Ah oui, il y a plein de choses et surtout aujourd'hui, c'est un jour d'examen. Ah oui. Jour d'examen au Bénin après le CEP GDL, c'est le tour du BEPC, n'est-ce pas? On souhaite bonne chance d'ailleurs. Ouais, on souhaite bonne chance à tous. Beaucoup de concentration et puis le reste suivra. Merci. Vous avez un candidat cette année, vous? Non, pas cette année. Non, pas du tout. Moi, j'en ai un, alors souhaite-moi bonne chance. Ah oui. On y croit fortement. Merci, génial. On va retrouver donc Karamat Agbatao qui se trouve de l'autre côté avant le bulletin d'information, bien entendu. Nous allons retrouver notre correspondante Karamat Agbatao qui se trouve du côté du CEG de Bégamé où se déroulera le lancement officiel de cet examen. Donc, allez, on l'appelle rapidement pour voir un peu comment ça se passe de l'autre côté. Est-ce que les candidats affluent? Sont-ils déjà en salle? Quel est leur état d'esprit? Quel est leur mental ce matin? Eh bien, on me signale que Karamat n'est pas encore prêt. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Génial, on va au bulletin d'information en attendant. Allez, voici pour vous le bulletin d'info. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. L'examen du brevet d'études de premier cycle BEPC, nous l'annoncions tout à l'heure, démarre aujourd'hui 10 juin sur toute l'étendue du territoire national. En tout, 128 893 candidats planchent pour les épreuves écrites de cette session 2025, soit une augmentation de 3,1% par rapport à l'année dernière. À cet effet, la ministre de l'Enseignement secondaire a délivré un message ce lundi, veille de l'examen. La substance au micro de Simon Villon et Amandine Adiamboussou. Le BEPC, depuis l'an dernier, a passé sa phase transitoire pour connaître un visage nouveau. Pour la session de juin 2025, 128 893 candidats sont inscrits, dont 64 209 filles, soit 49,81% des effectifs. Ce chiffre marque une progression de 3,1% par rapport à l'année 2024. Preuve de la vitalité de notre système éducatif et de l'engagement de tous les acteurs à favoriser la scolarisation inclusive. Je voudrais surtout rassurer chaque candidat, chaque parent. Toutes les dispositions ont été prises pour garantir un examen sécurisé, apaisé et équitable sur toute l'étendue du territoire national. L'État, sous le leadership du président de la République, reste pleinement engagé pour l'excellence dans l'éducation. Aux candidats, je dis ceci. Vous êtes prêts? Les épreuves que vous affronterez sont conformes au programme enseigné. Gardez confiance en vous,
Soyez disciplinés et concentrés. Ce moment est le vôtre. Aux chefs de centre et surveillants, je vous exhorte à faire preuve de professionnalisme, de rigueur et de bienveillance pour garantir le bon déroulement des épreuves. Chers parents, continuez d'être cette source d'encouragement et de sérénité pour vos enfants. Votre rôle reste important jusqu'au dernier jour de composition. Chers candidats, par ma voix, le gouvernement vous adresse ses meilleurs vœux de succès. Vous portez l'avenir de notre nation. Faites honneur à vous-même, à vos familles et à notre pays. Des témoignages de reconnaissance des populations au chef de l'État pour avoir autorisé la réhabilitation de la route Parakou-Perere-Niki. Le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi en a recueilli en marge d'une activité à Perere. De retour de cette activité, eh bien, ce dernier constate la qualité des réalisations du gouvernement. Rachidi Gbadamassi est au micro de Enoch Rumpati. On l'écoute. En matière de route, quand vous prenez la partie septentrionale, en particulier, et le Bénin en général, aucun gouvernement n'a investi en matière de route. Vous prenez la route Ndali, Niki, Tchikandou, c'est du jamais vu. Vous prenez également la route Natitengu, Kouandé, c'est devenu une réalité. Vous prenez également la route Natitengu, Boukoumé, c'est devenu une réalité. Guessou Sud, Sidandé, c'est devenu une réalité. Donc je dis qu'on ne mange pas la route, mais la route fait manger. Parce qu'il n'y a pas de développement économique sans ces routes-là. Il n'y a pas la sécurité routière sans la route. Et c'est l'actif du président Patrice Talon, l'homme de vision, l'homme de rigueur. Et vous voyez ces routes-là, c'est parti au moins plus de 20 ans. Ce n'est pas de l'à peu près. Alors quand vous voyez ce qui se passe au niveau d'Abou-Mekalavi, au niveau de la cité de défense et de sécurité, au niveau de Kazen Dalada, vous avez l'envie d'être militaire. C'est déjà jamais vu. Il a fallu un homme de vision comme Patrice Talon pour réaliser ces infrastructures. Et je remercie le gouvernement du président Patrice Talon qui a décidé de réhabiliter la route Parakou, Perere, Binassi, Niki. L'autre défi à relever, c'est la route Parakou, Kabo, Kika, frontière Nigeria, avec la construction d'un marché sous-régional. C'est à peine 2-3 km du Nigeria. Ça pourrait relancer l'économie et ça pourrait interconnecter les deux pays. Alors, journée spéciale, bulletin spécial, on l'annonçait tout à l'heure. On a notre collègue Karamat qui est en direct depuis le CEGEC Bégamin pour le lancement officiel de l'examen du BEPC. Justement, Rachida, on va la recevoir en direct. Et oui, Karamat, nous la retrouvons en direct du CEG de Bégamin pour le lancement officiel des épreuves ce matin. Voyons voir comment ça se passe sur le site. Les candidats sont-ils prêts? Quel est leur mental? Quel est leur état d'esprit ce matin? Karamat, bonjour. Bonjour, Karamat. Bonjour, Rachidat. Bonjour, chers amis téléspectateurs de Bénin TV. Eh bien, nous sommes au CEG Bégamin et c'est le grand jour pour tous les candidats du brevet d'études du premier cycle BEPC. Ils sont au total 128 893 inscrits sur le plan national. Et ici au CEG Bégamin où nous nous trouvons aura lieu le lancement officiel par l'autorité compétente. Eh bien, il faut dire, chers amis, qu'aujourd'hui, c'est bel et bien la journée, l'aboutissement de plusieurs mois de préparation, plusieurs mois de sacrifice pour ces apprenants qui rêvent de décrocher le brevet d'études du premier cycle. Là, nous sommes un peu 7h10. Les candidats continuent d'arriver au centre. Ils sont accompagnés de leurs parents. Ce qu'il faut aussi dire, Rachidat, oui. L'atmosphère est détendue, le temps est clément, le ciel est très peu dégagé. Ça augure d'une très belle journée pour ces candidats. Alors, au plan, au littoral, dans le littoral, ils sont 13 238, dont 6 998 filles inscrites.
Merci Karamat Tabatao pour ces détails. Est-ce qu'on a la possibilité d'entendre un des candidats? C'est possible? Je vais me rapprocher d'un candidat que je trouve ici tout de suite. Là. Bonjour, comment tu t'appelles? D'accord. Alors, tu es venu pour le brevet d'études du premier cycle. Dis-nous, comment est-ce que tu te sens ce matin? Je me sens bien. Tu peux parler un peu plus fort? Je me sens bien, en tout cas. Voilà, il dit qu'il se sent bien et en même temps avec lui, tous les autres candidats qui sont en train d'arriver, qui continuent d'arriver au CEG avec des gamins. Ils sont sereins quand tu les vois, ils sont vraiment sûrs d'eux-mêmes, à peu près à aller affronter ces épreuves. Et il faut dire, Rachidat, que la première épreuve, c'est l'expression écrite que les candidats vont affronter d'un moment à l'autre. Cette épreuve va durer 2 heures d'horloge. Merci Karamat pour... Oui, allez-y, rapidement. Si vous permettez, j'ai à mes côtés aussi un des responsables qui assure la sécurité, parce qu'il faut dire qu'il y a une lisière qui est tracée et les policiers, la sécurité est bien alignée et qui assure la préparation, l'arrivée de l'autorité pour le lancement officiel. Alors je suis avec un des responsables qui gère cette sécurité. Il est le surveillant général du CEG avec des gamins. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors dites-nous, comment est-ce que vous êtes préparé pour ce grand jour pour les candidats du BEPC? Merci. Vous savez, un examen, ce n'est pas un jeu. Donc, à l'habitude, nous avons l'habitude de nous préparer sérieusement. Et pour cette occasion encore, le ministre vient. C'est ici qu'il y aura le lancement officiel du BPC. Donc, on a encore corsé les opérations. Donc, le centre est préparé, en préparation depuis d'ailleurs. Et chaque jour, nous venons encore confirmer que les choses sont en état. Là encore, il y avait, tout le monde s'était mobilisé, la direction départementale, les gens sont venus du ministère et tout, et on a tout contrôlé, rectifié ce qu'il faut rectifier. Nous ne sommes pas parfaits, mais on a fait le maximum et nous attendons d'accueillir l'autorité. Vous l'avez entendu, tout est fait prêt pour recevoir l'autorité qui va procéder d'un moment à l'autre au lancement officiel des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC édition 2025. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que l'année dernière, les candidats sur le plan national étaient aux alentours de 124 000. Donc, il y a eu hausse cette année, engouement cette année du côté des élèves. Et ce que je voudrais dire avant de vous laisser l'antenne, Rachidat, les parents, toujours dans leur rôle de protecteur, ils sont prêts à accompagner leur enfant jusque dans la salle, mais malheureusement, c'est interdit. Il y a une ligne qui leur est déterminée. Bien sûr, c'est interdit. Mais on voit toujours cette expression sur le visage des parents de protéger leurs enfants, de les accompagner dans toutes les épreuves de leur vie. Et oui, on comprend bien, les parents, ils débordent d'amour pour le petit bout de chou, ils sont aux petits soins. Génial, la FODAM aussi à Goka. On voudrait bien savoir comment. Oui, on les comprend tout à fait, mais c'est interdit. Allez, les enfants, ils ont grandi, laissez-les composer. Voilà. Merci, génial. On poursuit le bulletin d'information. Quelle actualité? Alors, on parle à présent de l'ancien maire de Glazoué, justement, Laurent Yankadja est désormais membre du parti Bloc républicain. Adhésion survenue il y a quelques jours et à l'occasion de cette adhésion, eh bien, un appel fort à la paix, à l'union et à la cohésion sociale a été lancé depuis Tio à Glazoué. On écoute Éric Yankadja, jeune leader du Bloc républicain. Nous, filles et fils des collines, rassemblés ce jour mémorable dans la cité de Tio, élevons en chœur nos voix pour lancer solennellement cet appel, celui de Tio. À partir d'aujourd'hui, samedi 7 juin 2025, nous proclamons la fin d'un cycle de méfiance, de calomnie, de division, d'intrigues politiques et politiciennes. Nous annonçons publiquement le début d'une ère nouvelle, celle de l'union, dans la diversité, de l'unité retrouvée autour de l'essentiel, du respect mutuel, de la paix consolidée, du développement durable et de la prospérité partagée. Cet engagement solennel, nous le prenons devant vous,
10 populations Mahi, Tchabé, Nago, Idacha, par ce geste simple, mais au bien solennel, nous mettons ensemble nos doigts sur cette jarre pour boucher les trous qui l'empêchaient de nous offrir de l'eau à boire. Ces trous s'appelaient la discorde, la calomnie, la division, la méfiance. À partir d'aujourd'hui, notre jarre peut contenir de l'eau précieuse de notre fraternité, de notre solidarité, de notre prospérité partagée. Une derrière le ministre Kende Polé Ankoda, nous nous emploierons à verdir le département des collines pour nous garantir de lendemain meilleur. Vive les collines réconciliées, vive l'unité retrouvée, vive le bloc républicain et vive le Bénin uni et debout. Session extraordinaire du conseil départemental du CES ZOU. La rencontre a eu lieu à Abomey sous la direction de Conrad Gbagidi, président de l'institution, à l'ouverture des travaux, des échanges avec des invités spéciaux. Alain Sochoumé et Alexis Kenop. Un conseil économique et social plus proche des populations. C'est l'un des résultats qui découlent des réformes apportées à l'institution. Pour sa première session extraordinaire, le conseil départemental du ZOU a accueilli le président du CES. Notre rôle à nous, c'est de faire en sorte que lorsque les lois sont votées, que vous puissiez être au courant. Aujourd'hui, c'est vous. Demain, ça peut être les enseignants. Après-demain, ça peut être des agriculteurs, etc. Donc notre rôle, c'est ce que nous essayons de jouer. Aujourd'hui, nous avons fait le choix, compte tenu de l'actualité, de parler de la loi sur la chefferie traditionnelle. Donc c'est un exemple qui correspond au moment. Notre rôle au CES, c'est d'aller apporter la nouvelle pour que tout le monde soit informé, parce que mieux nous allons connaître la loi, mieux nous allons la respecter et mieux nous allons vivre en harmonie pour le développement de notre pays. Patrice Talon, saluons le président Patrice Talon qui a le mérite de cette décision historique. Sans oublier notre heureux roi d'Abomey, Dada Dewenode, témoin de cette belle initiative. Remercions notre président pour l'audace dont il a fait preuve. Parlant de chefferie traditionnelle, il y a les chefs supérieurs et autres responsabilités. Quel sera leur rapport avec le roi? Précisons les niveaux hiérarchiques et de fonction pour éviter les conflits d'attribution. Il nous faut préserver notre culture. Et la chefferie traditionnelle en est une porte royale. Voilà pourquoi cette loi est salutaire. Retournons aux idéaux vitaux de nos ancêtres qui vivaient pendant longtemps pour mieux nous développer. Travailler à faire toucher du doigt aux citoyens les efforts des pouvoirs publics pour leur bien-être, telle est la vision qu'entend imprimer la coordination du CES ZOU. La départementalisation fait que nous descendons à la base, nous parlons aux populations, on s'approprie leurs besoins qu'on remonte. Nos tâches sont nombreuses. En dehors de ce que nous sommes consultés sur les questions qui touchent la vie sociale, économique, scientifique et technique du peuple béninois, de la population, c'est que nous sommes également chargés désormais de leur faire comprendre les lois. Pendant 5 jours, le conseil départemental du ZOU va se pencher sur les sujets qui touchent la vie des populations.
Notre série Zoom sur les startups labellisées se poursuit aujourd'hui. Eh bien, nous allons à la découverte d'une couveuse électrique pour bébés made in Benin. La startup Hop Elec a développé cet équipement vital à partir de matériaux locaux. En lumière également, AfriCéréales, acteur clé de l'agritech et Access Universel, une startup spécialisée dans la gestion des données communales. Un choix de bois de qualité pour avoir une solidité sur une longue durée et des mesures prises avec précision. Ici, on fabrique des berceaux particuliers. Élisée et son équipe ont trouvé une solution pour réchauffer le nouveau-né avec une couveuse 100% made in Benin. C'est une table chauffante qui est utilisée dans les centres de santé, plus précisément à la maternité, à la pédiatrie et au bloc opératoire pour réchauffer et réanimer les bébés souffrant d'hypothermie, soit les bébés prématurés qui sont nés avant le terme de la grossesse. Dotée d'une énergie solaire et d'un fonctionnement automatique, la table chauffante signale de façon instantanée à l'agent soignant le niveau normal de température pour l'enfant. Là, déjà, à 36, nous allons commencer par attendre le bip pour avertir la sage-femme ou la pédiatre que la température du corps de bébé tend vers la normale. Et au fur et à mesure que la température augmente, si la pédiatre ou la sage-femme censée suivre le bébé ne vient pas, peut-être pour diminuer un tout petit peu l'intensité de la souche chauffante, il y a l'appareil même qui prend automatiquement la décision de couper la production de chaleur. Créée en 2022, la start-up UP Elec a déjà installé 62 tables chauffantes pour bébés. Plus de 360 agents de santé sont formés à l'utilisation de cette merveille technologique. Une innovation dont le processus de labellisation n'a pas tardé, comme c'est le cas pour AfriCéréales, la start-up Agritech. AfriCéréales a mis sur le marché une plateforme qu'on appelle Ikena qui fonctionne comme un écosystème digital dans lequel les coopératives et les entreprises agricoles ont accès par exemple à un outil, une plateforme mobile pour gérer et aussi pour avoir accès aux équipements agricoles. Si Ikena se focalise sur la technologie au service de l'agriculture, DevCom, la plateforme de la start-up Access Universel, s'intéresse quant à elle à l'optimisation de la communication autour des plans de développement communaux. DevCom est structuré en deux parties. Il y a la partie des plans de développement communaux. Et nous avons constaté que lors de l'évaluation des PDC, surtout des PDC 3 pour la plupart des communes, il y a eu un problème de déficit de données probantes pour l'évaluation. Et sans données, on ne saurait parler d'évaluation. Donc, il faut trouver un moyen pour que nos communes... Accès universel, AfriCéréales, UP Elec, ces startups, à l'instar de bien d'autres, disposent de 3 ans pour bénéficier des avantages du label Startup, un label voulu par le gouvernement à travers le ministère du numérique et de la digitalisation. On en vient à présent à cette actualité festive. Les communautés Hula et Huela se sont donné rendez-vous le week-end de Pentecôte à Grand Popo pour célébrer la 104e édition de leur fête identitaire, le Novicha. Cette rencontre culturelle des peuples côtiers du sud du Bénin a été rythmée par une série de manifestations. Retour ici sur les temps forts avec Renaud Akapo et Wenceslas Awaïma. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Dimanche de Novicha à Grand Popo, la cour intérieure de la cathédrale Saint-Joseph était noire de monde pour cette messe de Pentecôte scellée dans un élan œcuménique. Ils sont venus de divers horizons pour communier avec les peuples Hua et Hueda, une belle célébration qui a remis au goût du jour l'esprit de fraternité et de solidarité prôné par les pères fondateurs à la genèse de cette fête identitaire qui est à sa 104e édition. L'office religieux, conduit par l'évêque de Lokossa, le révérend père Kofi Roger Anoumou, a été riche en enseignements. Monseigneur a rappelé ceci, le message central, c'est le développement et l'engagement de la jeunesse. Personnalité politique, chef coutumier et haut dignitaire,
Ils étaient tous là pour rehausser l'éclat de ces festivités. Le Novicha qui signifie en minant « Frères unis » est la plus vieille fête identitaire de toute l'Afrique de l'Ouest. À chaque célébration, c'est l'occasion rêvée pour sceller l'unité et la fraternité. Sur la place Novicha, les valeurs historiques, artistiques et folkloriques des peuples Khrois et Khouéda ont été louées et magnifiées. Depuis quelques années, Novicha sert en permanence d'exemple et de modèle dont plusieurs communautés du Bénin s'inspirent. C'est pourquoi nous, en tant que frères et sœurs de Novicha, je nous invite à œuvrer de manière à maintenir toujours allumée la flamme de Novicha. Dans un monde où les fractures identitaires et les replis communautaires se multiplient, Novicha, lui, se distingue par sa vocation fédérative. C'est dans cet esprit que le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts apporte son appui constant à cette fête patrimoniale. Une bénédiction royale a sonné le clap de fin de cette immersion dans l'univers des peuples Khrois et Khouéda. Comme à chaque édition, la fête de Novicha a opéré un savant mélange d'un cocktail fait de musique, de danse et de gastronomie. Allez, le point des marchés ouverts ce mardi 10 juin, c'est maintenant. Voilà, on espère bien que ce point vous sera utile dans cette journée. Et à vous aussi, Rachida, j'espère bien. Bah oui, on ira faire le plein de provisions, pourquoi pas. Juste après, je passerai à la maison. Ah oui, je t'attends de pied ferme. C'est bon, journée. Allez, à demain. Oui, à demain. Merci, génial, Afouda Monsi Agboka, qui cède sa place à William. Bienvenue à Gaël. Bonjour William. Bonjour Rachidat, bonjour à mes téléspectateurs. Après quelques jours de repos, les journaux ont paru aujourd'hui. Exactement. Et quelques-unes tout de suite dans la revue des titres. Exactement. Alors, William, oui. Merci de suivre cette revue des titres qu'on démarre tout de suite avec le quotidien La Nation. Renforcement du tissu industriel au Bénin, un appui de taille pour l'agroalimentaire. Le quotidien de Ménotin, Fraternité, match amical, Maroc 1, Bénin 0, laborieuse répétition pour les guépards. Les points positifs à retenir, les corrections à apporter, sécurité sanitaire des médicaments, levée de la quarantaine pour diclofénac 50 mg et amoxicilline 500 mg. BPC, session de juin 2025, le message du ministre Véronique Toyin-Fodé à lire dans les colonnes du quotidien de Ménotin. Télégramme, célébration de la 25e édition de Kondokpo Koutonoué, une forte
représentation des ministres autour des fils et filles. C'est là le comité gagne le pari d'une bonne organisation. Examen national, 128 893 candidats au BPC composent ce mardi le message du ministre Toyin Fodé Ali, donc dans les colonnes du quotidien Le Télégramme. Bénin intelligent, route béninoise, l'indiscipline tue de plus en plus. 5025 infractions recensées. En un mois, BPC 2025, 128 893 candidats. En lice, 48,81% de filles. On poursuit avec Nord-Sud quotidien avec une alerte santé, la variole du singe aux portes du Bénin. Le potentiel ancrage du parti Bloc républicain dans la 10e circonscription électorale, Laurent Yankadia, au dos du cheval cabré, les collines sous la vague verte. L'ex-maire de Glasgow donne le tempo d'une folle mobilisation politique pour Akbouna et les leaders politiques déterminés à confirmer la suprématie du BR à lire dans les colonnes du quotidien Le Potentiel, l'appel de Tio qui bouche la jarre trouée. Trafic humain, Bénin, Togo, Moyen-Orient, un réseau démantelé, faux papiers et complicité révélés. Tournée du porte-parole du gouvernement sur les acquis de la rupture. Wilfred Léon Ngbeji échange avec les populations de Dassazoumé. On va finir avec le quotidien Matin Libre, politique nationale. Ngbeji, Djogbenou, la guerre des rusés aura-t-elle lieu? C'est une interrogation, la une de ce journal, tournée du président du CES, Korat Baguidi, dans le mono. Voilà l'essentiel à retenir de la une des journaux parus et parvenus à notre rédaction ce matin. Merci William Aguiar. On vous retrouve en toute fin d'émission pour une revue plus complète, la revue de presse, bien entendu. À tout de suite donc. Et pendant ce temps, Victorine Bondé, notre journaliste spécialiste des questions de santé, s'apprête pour nous rejoindre aujourd'hui. On va parler des hépatites virales. Qu'est-ce que c'est? De quoi tout cela retourne? Comment on identifie ces différents types d'hépatites? Vous saurez tout dans un moment avec Victorine Bondé. Voici pour vous l'instant santé. Comme je vous le disais, on parle des hépatites virales. Avec vous ce matin, Victorine Bondé, bonjour. Bonjour, Rachida Biomaman. Comment vas-tu? Je vais très bien. Alors, ce matin, vous nous ramenez un hépato-gastro-entérologue. J'espère que je prononce bien. C'est bien ça. Monsieur Edmond Toviessi, notre invité, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Alors, Victorine, que devons-nous savoir sur les hépatites virales? Eh bien, les hépatites virales, ce qu'on doit savoir dessus, c'est que c'est quelque chose aujourd'hui qui devient préoccupant parce que quand on prend à l'échelle mondiale, par année, il y a plus de 1 million de décès dus aux hépatites. Et quand on en vient ici en Afrique, il y a 91 millions d'Africains, selon l'OMS, qui vivent aujourd'hui avec l'hépatite. Très bien. Donc, quand on prend ces statistiques, je crois qu'il est urgent d'en discuter avec un spécialiste qui va nous éclairer dessus. Donc, voilà pourquoi ce matin, nous recevons le docteur Toviessi Edmond. Comme vous l'avez dit, il est hépato-gastro-entérologue. Monsieur Toviessi, bonjour. Bonjour. Alors, on est heureux de vous recevoir sur ce plateau pour avoir un peu plus d'éclaircissement par rapport aux hépatites virales. D'abord, dites-nous, qu'est-ce qu'on appelle une hépatite virale? Merci beaucoup, madame la journaliste. Alors, une hépatite virale, c'est un groupe de maladies qui affectent le foie et entraîne une inflammation des cellules du foie qu'on appelle les hépatocytes et qui est due à des virus alphabétiques qui ont un tropisme spécifiquement pour le foie. Et donc, quand ça reste dans le sang et disparaît avant 6 mois, on dit que l'hépatite est aiguë. Et quand ça persiste au-delà de 6 mois, on dit que l'hépatite est chronique. Alors, de ce que je sais, je crois qu'il y a différents types d'hépatites. Quels sont les différents types d'hépatites? Alors, il y a les hépatites virales. Aujourd'hui, on connaît l'hépatite virale A, l'hépatite virale B, l'hépatite virale C, l'hépatite virale D et l'hépatite E. Et de toutes ces hépatites, quelles sont les plus dangereuses? Les plus dangereuses, surtout chez nous ici, au Bénin et en Afrique, en général, ce sont les hépatites virales B, l'hépatite virale C et l'hépatite virale BD.
D'accord. Et comment on peut distinguer ces hépatites? Ces hépatites se distinguent suivant 3 ordres. Déjà par leur mode de transmission, par leur gravité et aussi par les complications qu'elles engendrent. Donc, quand on prend à titre d'exemple l'hépatite virale A et l'hépatite virale E, la transmission, c'est beaucoup plus féco-orale, tandis que pour les hépatites B, C, D, E, la transmission, c'est par d'autres voies sanguines et autres. Et les complications qu'on dénote chez quelqu'un qui a une hépatite virale, notamment une cirrhose et un cancer, sont le plus souvent retrouvés chez les patients qui sont atteints de l'hépatite virale B, l'hépatite virale C ou l'hépatite virale B associée à l'hépatite virale D. D'accord, docteur. Quels sont les comportements ou les situations qui augmenteraient le risque d'infection? Il y a plusieurs situations qui peuvent augmenter les risques d'infection. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les hépatites qui sont préoccupantes chez nous, sous nos cieux, ce sont les hépatites B, C, B et D. Et donc, la transmission ici est essentiellement verticale déjà, c'est-à-dire de la mère à l'enfant. Et donc, c'est une mère qui présente une forte virémie et au cours du travail d'accouchement, lors de la délivrance, il peut y avoir la transmission à l'enfant. Et puis, il y a la transmission sexuelle également, donc les rapports sexuels non protégés. Et il y a les transmissions horizontales, donc dans l'enfance, en jouant au quartier avec quelqu'un qui est infecté ou en partageant des objets tranchants ou coupants. Et voilà, donc ce sont les principaux modes de transmission de l'hépatite. Et quels sont les symptômes les plus fréquents? Quand quelqu'un a l'hépatite, comment est-ce qu'on peut le reconnaître? Alors, il faut dire que l'hépatite virale, le plus souvent, est asymptomatique. Et quand quelqu'un peut ne pas manifester de symptômes. Exactement. Donc, c'est pas visible à l'œil nu, c'est ça? Oui, tout à fait. Pas toutes les fois. Pas toutes les fois. Donc, quand quelqu'un a une hépatite virale, dans près de 70% des cas, c'est asymptomatique. Dans 30% des cas, on peut présenter des symptômes qui ne sont pas du tout spécifiques. C'est la fatigue, parfois un syndrome grippal, qui parfois peut égarer le patient et penser à un paludisme ou à une grippe. Donc, et dans 1% des cas, on peut avoir une hépatite foudroyante qu'on appelle fulminante, donc une altération de l'état de conscience, mais qui est extrêmement rare. Alors, comment est-ce qu'on diagnostique l'hépatite? Le diagnostic de l'hépatite virale, déjà, après ces symptômes que j'ai cités, qui vont nous faire suspecter que quelqu'un qui est tout le temps fatigué, qui se plaint à tout moment d'asthénie. Donc, chez lui, on peut dire, il faut faire les tests pour voir si tu n'as pas une hépatite. On dose d'abord les marqueurs du sang, donc des cellules, ceux qui montrent qu'il y a une souffrance, une destruction des cellules du foie, ce que nous appelons les transaminases ou les aminotransférases, donc ASAT, ALAT, qui seront élevés. Et puis, le diagnostic même va reposer sur les bilans sérologiques. Donc, pour l'hépatite B, à titre d'exemple, ce sont les antigénémies HBS qui seront positifs. Et pour l'hépatite C, c'est l'anticorps anti-VHC et l'ARN du virus qui sera présent. D'accord, très bien, docteur. Est-ce qu'il existe un vaccin préventif contre, que ce soit l'hépatite B ou l'hépatite C? L'hépatite A ainsi que l'hépatite B, il existe un vaccin qui protège correctement. L'hépatite E également, il y a des expérimentations qui sont en cours. Donc, dans d'autres pays comme la Chine et bien d'autres pays, pas chez nous encore, il existe également un vaccin pour l'hépatite virale E. Mais par contre, pour l'hépatite virale C, il n'y a pas de vaccin connu à ce jour. Pour le moment. Et à quel âge se fait-on vacciner pour l'hépatite A et l'hépatite B dont les vaccins sont disponibles? Idéalement, déjà depuis l'enfance, on peut se faire vacciner. Et aujourd'hui, au Bénin, maintenant, tout enfant qui naît est systématiquement vacciné contre l'hépatite virale. Donc, à l'âge adulte, quand on se prend quelqu'un, il y a un schéma vaccinal, c'est 3 injections. Donc, à l'instant où on a vu la personne, 1 mois après, 6 mois après. Et puis, il n'y a plus nécessité de faire de rappel. On contrôle juste si l'immunité est suffisante et puis c'est bon. Les bébés qu'on vaccine à la naissance, cette dose est suffisante ou quand ils seront grands, ils doivent aussi suivre les 3 autres vaccins? Donc, généralement, ce sont des doses qui sont suffisantes. C'est intégré dans les vaccins pentavalents. Et maintenant, à l'âge adulte ou bien quand ils vont finir ces vaccinations, on peut contrôler ce que l'on appelle les anticorps anti-HBS pour voir est-ce que le degré d'immunité est suffisant. Généralement, si c'est supérieur au seuil retenu pour considérer que la personne est immunisée, il n'est plus du tout nécessaire de le vacciner à l'âge adulte.
Alors, moi, j'aimerais savoir pourquoi, malgré l'existence d'un vaccin pour prévenir l'hépatite, il y a beaucoup de cas en Afrique. Qu'est-ce qui explique cela? Oui, effectivement, le nombre de cas en Afrique, ça croît considérablement. Le vaccin est récent, non? Non, le vaccin existe il y a longtemps, il y a un peu longtemps. Mais c'est surtout parce que la plupart de la population reste ignorante de l'existence justement de ce vaccin et des mesures de transmission de ces hépatites virales et ne considère pas l'hépatite virale comme une maladie encore qui a un traitement. On peut aller à l'hôpital, on peut se soigner. Ils considèrent qu'il faut aller vers les traditionnels et prendre la phytothérapie et tout, qui ne garantit pas dans la plupart du cas un suivi. Alors, parlant de ça, est-ce qu'on peut rappeler les mesures d'hygiène pour éviter l'hépatite? Alors, les mesures d'hygiène pour éviter l'hépatite, déjà parlant de l'hépatite virale A et E, qui sont de transmission féco-orale, il faut déjà se laver correctement les mains et régulièrement, maintenir ces espaces propres, les toilettes propres également, et observer une hygiène alimentaire. Donc, bien laver les légumes avant de les consommer, bien cuire les aliments. Alors, pour ce qui est des hépatites virales B, C ou B, D, donc c'est surtout observer les mesures de prévention contre les IST, les infections sexuellement transmissibles. Donc, le port de préservatifs pour les rapports sexuels à risque. Et puis, chez les toxicomanes qui font une injection IV, les sensibiliser là-dessus. Conseiller aux gens qui veulent faire les piercings ou les tatouages d'aller des centres qui sont dédiés et de ne pas les faire à la maison, et lutter également contre les circoncisions à domicile qui ne sont pas médicalisées, qui représentent également un facteur de risque important pour la transmission de la maladie. Ça se transmet aussi par la salive, non? Quand vous embrassez... Justement, j'en venais parce que c'est l'idée qu'on a beaucoup plus. Oui, bien sûr. Oui, effectivement. Ce qu'il faut savoir à ce niveau, c'est que les fluides corporels, la concentration, notamment du virus de l'hépatite B, est plus élevée dans le sang, dans le sérum et quand il y a des blessures. Donc, la concentration est vraiment modérée dans le sperme, dans la salive et dans les sécrétions vaginales. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contracter l'hépatite par la salive? On estime aujourd'hui, je vais aborder quelques fluides rapidement, on estime que la concentration du VHB, du virus de l'hépatite B, est quasi nulle dans certaines sécrétions comme les urines, les larmes, les sueurs, les selles. Et donc, embrasser quelqu'un, ça ne présente pas un très grand risque d'infection, mais le risque est présent lorsqu'il y a, par exemple, des plaies au niveau de la bouche, lorsqu'il y a en absence de perte de substance. Voilà. Donc, en absence de perte de substance. On nous a vraiment longtemps bassiné avec cette affaire d'être contaminé par la salive. La salive. Merci en tout cas de nous permettre de savoir que non, aujourd'hui, sur ce plateau. Oui. D'accord. Alors, docteur, pour quelqu'un qui a déjà l'hépatite, que ce soit A, B ou C, est-ce que ça se guérit? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà l'hépatite A et E, chez nous, la plupart, près de 90% de nos populations l'attrapent dans l'enfance. Et spontanément, ça se guérit sans aucun traitement. Sans aucun traitement. Donc, au bout de quelques semaines, quelques mois, ça se guérit. Alors, pour ce qui est de l'hépatite B, l'hépatite C ou l'hépatite D, à ce jour, il existe un traitement qui permet de guérir l'hépatite virale C. C. Oui. Donc, on a une guérison. C'est un traitement simple qu'on prend sur une durée de 12 semaines, environ 3 mois, et après, on a une guérison. Vous avez dit simple. Est-ce que c'est coûteux? Parce que généralement, les gens disent que les traitements de l'hépatite sont très coûteux. Et c'est ce qui fait que les gens, quand ils ont l'hépatite, tout de suite ne veulent pas venir vers les hôpitaux. Alors, justement, pour l'hépatite virale C, on profite pour remercier le Programme national de lutte contre les hépatites. Il existe ce traitement-là actuellement qu'on peut avoir gratuitement pour l'hépatite virale C. Donc, dès que le test est fait, le diagnostic est confirmé, vous rentrez dans le programme et puis vous êtes mis sous traitement et vous êtes suivi et puis la guérison est déclarée. Et alors, pour ce qui est de l'hépatite B, on en guérit aussi complètement? Alors, l'hépatite B, c'est un peu plus compliqué. Lorsque c'est une hépatite aiguë, c'est-à-dire le virus n'a pas fait... généralement, quand on contracte d'abord l'hépatite virale B, près de 90 à 95% à l'âge adulte, on l'élimine également spontanément. Ah bon, d'accord.
Donc, à l'âge adulte, ceux qui sont infectés à l'âge adulte, c'est seulement 5 à 10% qui vont porter le virus au-delà de 6 mois ou une infection chronique. Et c'est cette infection chronique-là qui a risque de donner les complications telles qu'une cirrhose ou un cancer. Donc, la guérison, quand on est à l'étape de l'hépatite virale chronique, elle est exceptionnelle, vraiment exceptionnelle. Merci, docteur, pour tous ces éclaircissements que vous nous apportez ce matin. Je crois que les téléspectateurs sont heureux de savoir que l'hépatite C se guérit gratuitement. Et bon, pour l'hépatite B, je crois ça ne se guérit pas, mais on peut vivre avec. On peut vivre longtemps avec. Justement, il faut mieux prévenir correctement comme il faut. Se suivre, prendre son traitement, et puis tu es à l'abri des conséquences et des complications graves, telles que la cirrhose et le cancer. Mais la médecine traditionnelle guérit l'hépatite B. C'est ce qu'on dit. Bon, à ce jour, il n'y a pas une étude formelle qui a été faite sur les médicaments traditionnels utilisés contre ces hépatites. Il y a eu quelques études, mais qui n'ont pas été menées jusqu'à terme. Donc, ce qu'on conseille, c'est vraiment de faire un suivi, même si on pense d'aller à l'hôpital, de faire les dosages qu'il faut pour s'assurer d'avoir toutes ces chances de ne pas avoir les complications de l'hépatite virale. Et ce qui est plus important, c'est que pour ceux qui ne portent pas encore l'hépatite, il faut suivre toutes les règles d'hygiène pour éviter de contracter l'hépatite. Et surtout se faire dépister, c'est important. Et dès lors que vous ne l'avez pas, allez, vous faites vacciner, vous êtes à l'abri, n'est-ce pas? Tout à fait. Monsieur Toviessi. Tout à fait. Merci d'être passé sur ce plateau. Victorine Bondé, on se retrouve mardi prochain, n'est-ce pas? Bien sûr. Allez, bon matin à tous. On a parlé de santé, place maintenant aux questions liées à l'environnement et on s'interroge ce matin où en est le Bénin dans la lutte contre les sachets plastiques. William Tchoki, notre journaliste spécialisé dans les questions de l'environnement, est avec nous ce matin. Juste après ceci, on le reçoit. William Tchoki, bonjour. Bonjour, Rachida Biomama. Alors, depuis 2017, tu me diras si je me trompe, depuis 2017, le Bénin a engagé une lutte farouche, n'est-ce pas, contre la production, l'importation, la commercialisation, la détention, la distribution et l'exportation des sachets plastiques. 8 ans après, où en sommes-nous? Tout à fait. Vous avez décrit, ou du moins donné la lecture du titre de cette loi votée. Vous l'avez dit en 2017, et puis 8 ans après, est-ce que cette loi votée, entre-temps, qui faisait la joie de M. Cotan, qui est le directeur de l'unité de protection de l'environnement, est toujours content aujourd'hui? On veut savoir, c'est vous qui êtes notre invité. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Cotan. Merci d'être des nôtres ce matin. À vos téléspectateurs. Pour qu'on parle bien sûr de cette loi votée depuis 2017, promulguée par le chef de l'État. Est-ce que vous êtes toujours heureux d'avoir cette loi, monsieur Cotan? Très heureux. Ah oui? Ah non. Moi, je suis très heureux et très à l'aise dans ma peau en plus. Et puis 7 ans après, presque 8 ans après, 8 ans après, vous dites que voilà, cette loi c'est une très bonne loi et on a bien fait de voter cette loi. Et ce que vous ignorez, et c'est ça qui nous fait mal dans ce pays, qu'est-ce que nous faisons tout un chacun de nous, y compris vous, William, moi, madame, pour l'application de cette loi? Qu'est-ce que nous faisons? Il faut qu'on s'interpelle, il faut qu'on interpelle nos consciences. Je vous donne un exemple simple que j'ai vécu. J'ai rendu visite à un ami chez lui. Il était très heureux de m'accueillir. Ses enfants, son épouse et tout le monde. Et sa femme dit à l'une de ses filles, va m'acheter de l'huile rouge chez la vendeuse d'à côté. La fille est partie, elle revient avec l'huile rouge dans un sachet plastique noir. Et quelle était votre réaction? Non, je vais terminer. Ouais. Le monsieur se lève, il demande à sa femme, c'est toujours l'haricot qui est comme notre plat de résistance ce midi. Elle dit oui. Le monsieur donne de l'argent à l'un de ses garçons, va m'acheter du pain pour accompagner l'haricot.
2 sachets. Oui. Est-ce que vous pouvez ôter votre chapeau, M. Cotin? Voilà. Non, enlevez le correctement. Ah bon, d'accord, ok, voilà. Ça me gêne. Hein? Exactement. Bon, alors, troisième réaction, oui. Le monsieur dit au dernier garçon, va acheter une bière à M. Cotin. Une bière à M. Cotin? Ouais. D'accord. Ça fait 3 sorties de la maison? Oui, 3 sorties de la maison dans l'espace de 12 minutes maxi. Ouais. Il revient avec la bière. Dans un sachet plastique. Dans un sachet plastique. Dans cette maison, dans l'espace de 12 minutes, malgré que la loi est votée. On n'a pas commandé le Gary par hasard? On a, non. Donc, je vous raconte ça juste pour vous dire, si nous ne commençons pas nos maisons à éviter les sachets plastiques, à nous faire des sacs en tissu comme nos parents le faisaient il y a 20 ans en arrière pour acheter tout ce qu'on a envie d'acheter, nous aurons gagné beaucoup. Tout à fait. Beaucoup. Donc pour moi, c'est une très bonne loi, mais c'est la non-implication de nous tous qui fait l'état des lieux que nous voyons. Vous voulez dire que les populations n'ont pas accepté cette loi, c'est cela? Ou bien non, je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas en nous cette loi. Nous tous, apparemment, nous ne voyons pas l'importance de la loi si nous continuons d'utiliser les sachets dans nos maisons. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'on dira qu'on ne connaît pas les méfaits du sachet plastique ici aujourd'hui? Mais écoutez, combien d'émissions je n'ai pas fait avec vous pour dire qu'on retrouve des résidus de sachets plastiques dans le lait maternel, dans le placenta des femmes, et que les sachets plastiques font au moins 100 ans, sinon plus, pour se détruire. Avec vous, William. J'ai une information pour les téléspectateurs. On a dit que chaque semaine, on ingurgite 9 grammes de sachets plastiques. Vous imaginez, par semaine, 9 grammes de sachets plastiques. Sans le savoir, ça dit qu'on le veuille ou pas, c'est ce que nous ingurgitons. Mais oui, mais donc, William, moi je crois, autant que nous sommes, nous devons prendre conscience des méfaits des sachets plastiques. Vous voulez dire, on ne doit pas attendre... Là, moi j'ai une question. C'est vrai, les populations que nous sommes, oui. Les citoyens que nous sommes, oui. Mais moi j'en veux aussi un peu à l'État central. Parce que dès les premières heures de cette loi, on a vu l'euphorie, on a vu le dynamisme des cadres qui faisaient des descentes dans les marchés, dans les centres commerciaux pour, je ne sais pas, pour interdire l'utilisation des sachets plastiques. On a vu au début, ça allait quand même, William. Oui, madame. Mais ça a vite fait quand même, les ardeurs ont vite fait de s'émousser. Mais, madame, tout ça, ça dépend de nous. Je vous donne l'exemple. Tout ce que vous avez dit, c'est vrai. On a fait des descentes dans les marchés, des sorties médiatiques, tout ça. Je suis d'accord avec vous. Mais derrière, nous sommes tous coupables. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire entrer des sachets plastiques par les canaux de la douane. C'est interdit. Mais ça rentre quand même. Mais il y a des milliers de tonnes de sachets plastiques arrêtés par les douaniers qui sont là. Bon, si c'est interdit, mais ça ne rentre pas où? Par l'eau, les frontières bizarres et autres. Et c'est des gens qui les importent. La seule chose que nous allons demander à l'État aujourd'hui, que des sanctions désormais musclées. Vous voulez parler de la répression, c'est ça? C'est la répression totale. Est-ce qu'il faut nécessairement la répression, M. Cotin, pour décourager la population par rapport à ce comportement? Nous savons tous ce que fait le sachet pour notre santé. Est-ce qu'il faut d'abord frapper avant qu'on le... Mais oui, mais c'est ce que je vous dis. C'est pourquoi moi je dis la loi, je suis très heureux dans ma pauvre par rapport à la loi. C'est ce que je dis, on n'a pas besoin d'en arriver là. Vous voulez dire quoi concrètement? Qu'on n'a pas appliqué la loi? Non, la loi est appliquée. Qu'on frappe. Mais non, si je demande qu'on frappe, c'est qu'avec tout ce temps, 8 ans, madame, vous venez de dire, et nous n'avons pas encore compris dans nos ménages, commençons par là.
Alors c'est quoi le bonhomme qui envoie son fils lui acheter un demi-litre d'huile rouge, par exemple, dès lors que son fils vient avec l'huile rouge dans un sachet, il devrait réprimer son fils. Mais il devait s'opposer, il devait avoir une bouteille avec un sac en tissu et il envoie l'enfant. D'accord. C'est le vrai débat. Tu as dit que, nous, si vous voulez, à partir d'aujourd'hui, madame, faites très attention chez vous pour voir le nombre de sachets plastiques qui rentrent à la maison. Sans qu'on s'en rende compte. Sans qu'on ne fait pas du tout attention. Mais c'est que, William Tchouki, c'est vrai, on lutte contre les sachets plastiques, mais les sacs recyclables, là, aussi, ça coûte cher. Mais non. Oui, ça coûte cher quand on voit le coût de la vie. Madame. Le sachet, c'est quoi? C'est presque 0 francs. Alors que le sac qui coûte moins cher, c'est quoi? C'est 100 francs, c'est 200, parfois au-delà. C'est pour ça que j'ai dit, les sacs en tissu, vous demandez à votre couturier les quelques pains qui restent après tout ce que vous avez. De faire coudre un sac. De faire coudre un sac. Tout simplement. Tu as dit que le débat à ce niveau. C'est pareil pour le chef de famille. Monsieur Coton. Donc, attends, si par exemple l'État mettait à disposition des populations des alternatives, est-ce que ça n'allait pas marcher un peu plus tôt? Oui, mais je dis aujourd'hui. Les alternatives. Par exemple, vous êtes dans le marché encore, le sachet est vendu, mis sur la table, au vu au-dessus de tout le monde. Personne. Et pourtant, ça avait pris, hein, William. Ça avait pris. Vous allez au marché, vous l'achetez du piment, la dame vous donne un petit sachet. L'oignon, sachet. Tomate, sachet. Vous allez au marché, les bras volants, vous revenez avec des dizaines de sachets. Mais si on mettait à disposition des alternatives qui sont moins chères que ces sachets que nous avons, est-ce que ça ne marcherait pas? Les alternatives, l'expérience a été faite. Il y a eu des usines qui ont eu d'agrément, 2 usines qui ont eu d'agrément de fabrication de sachets biodégradables. Ils sont tous dans les environs de Semekoji. Le coût de revient et la durée de ces sachets a créé un véritable problème aux intéressés. Je crois que les 2 entreprises sont pratiquement fermées aujourd'hui parce que le coût de revient, ils en ont mis à Erevan. Le coût de revient d'un sachet était dans l'ordre de 250 ou 300. Soyons raisonnables. Quels sont les ménages qui peuvent... Ils n'ont pas été subventionnés Non. Donc, maintenant, il faut qu'on revoie le volet subvention. Il faut qu'on revoie comment... C'est-à-dire, c'est tout un système à réinventer, certainement. Mais avant d'en arriver là, William, faites attention au sachet plastique qui arrive chez vous. D'accord. Moi, j'en suis arrivé à cette... Vous interpellez les individus que nous sommes. Nous sommes tous, y compris moi-même. Que chacun puisse prendre ses responsabilités. Et puis cela, on n'attend pas l'État avant de mener son Mais non, mais on vous dit, vous avez droit à un environnement sain. Et le devoir de le protéger. De le protéger et de le défendre. C'est votre constitution qui vous le dit, notre constitution en son article 27. Jouons notre partition. D'accord. Et n'attendons pas l'État. Et non, c'est pas n'attendons pas l'État. On peut s'accompagner. J'ai dit, William, si vous ne voyez pas l'approche ménage et individuelle, nous n'allons pas atteindre l'objectif. Alors, une question, monsieur Coton. Que fait aujourd'hui l'unité de protection de l'environnement pour convaincre les ménages à laisser de façon définitive les sachets plastiques? Comment est-ce que vous vous y prenez? Est-ce que c'est la manière... Aujourd'hui, Est-ce que vous les distribuez, ces sacs cousus avec des pailles? C'est cela que vous faites? William, aujourd'hui, je cible des quartiers et je passe de ménage en ménage. C'est aussi facile que vous le dites là? C'est pas facile. Vous faites du porte-à-porte? Mais je fais de porte-à-porte, madame. C'est difficile, c'est pas facile. Et j'ai des sacs que j'offre aux gens. Mais je vous ai jamais vu dans mon quartier. Mais madame, dites-moi votre quartier, je verrai ce que je vais faire. Je suis à Conville. À Conville, très bien. On verra. On va s'arranger. D'accord. On va s'arranger grâce à vous. Dans Conville, je prends l'engagement de rentrer dans
la commune à travers vous. Bon, donc, ça dit que quand j'ai vu que le débat est devenu un débat de ménage, un débat pour que chacun prenne conscience, je suis obligé d'être sur le terrain. D'accord. J'ai fait des émissions impossibles et c'est-à-dire, je ne sais pas, William, combien de fois vous m'avez invité depuis 8 ans. Oui, l'autre position, M. Cotin, est-ce que si on ne passait pas les enfants pour toucher les parents dans les écoles, est-ce que ça ne marcherait pas mieux? William, oui, c'est une piste parmi tant d'autres. Mais il faut que le... Elle n'est pas, la meilleure piste? Non, parce que nous, je dis nous qui sommes déjà des adultes, on est déjà William, des bois secs, on ne peut plus nous redresser. Les enfants, oui, on peut nous redresser, William. On met tout sur les enfants aujourd'hui, c'est un faux problème. Je t'explique. Attends, William, écoute-moi. Je suis d'accord sur le principe. Mais William, qui va faire coudre le sac en tissu avec le reste des tissus, quand vous faites vos chemises là, le reste, qui va faire coudre? C'est le chef de famille et la patronne de la maison. C'est tellement simple. Si madame dit à sa couturière, il me reste un peu de paille, non? Fais-moi un sac pour acheter le pain tous les matins. C'est ce que vous demandez au ménage ce matin. Mais c'est mieux. C'est plus, et dans chaque ménage, on peut en avoir plusieurs aussi. Plusieurs sacs. D'accord. Et l'enfant, quand il veut aller acheter quoi que ce soit, il prend le sac. Il prend le sac. Là, vous accompagnez l'enfant à qui vous voulez parler. Tu as dit, vous êtes concret. Lui-même sait que c'est avec un sac que j'achète le pain de tous les matins. Quand il sort de la maison sans le sac, vous le réprimandez. Mais c'est clair, lui-même sait qu'il aura des fessées. Il sait qu'il ne peut pas sortir sans le sac quand on lui demande quelque chose à acheter. S'il le fait, il est réprimandé à l'autre. Donc, moi, je crois que si nous nous mettons en tête que nous allons aller, et vous, les communicateurs, les journalistes et autres, c'est à vous de nous accompagner. Ben, vous voulez dire qu'on ne le fait pas, c'est ça, M. Mais Cotin? non, je n'ai jamais dit ça. Ben, la preuve est que vous m'avez invité ce matin. Bon, donc c'est à vous de nous accompagner. On est embarqué dans le même bateau. Chaque fois que vous venez vers nous, on le fait. Mais non, j'imagine que la structure que vous dirigez a un budget de communication. Ben oui. Oui, mais madame, ce dont nous parlons, si nous sommes ensemble, c'est plus indiqué. La victoire, les objectifs, on pourra les atteindre facilement. Mais il y a une chose quand même qu'il faut saluer, William, c'est que les pharmacies aujourd'hui, quoi qu'on dise, franchement, ont intégré cette nouvelle donne. Elles ont pris oui, franchement. Les pharmacies, ils se sont mis au pas. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est des papiers, ça, c'est des sachets biodégradables. Et ça, il faut saluer ça. Il faut saluer ça. Ça a pris, parce qu'ils sont dans la santé, ils comprennent de quoi il s'agit. Dans les marchés, ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça. Et dans les marchés, on ne vous sent pas. On ne sait pas comment ça fait et ça rentre dans le pays et ça se retrouve sur les marchés. Par endroit, les frontières sont poreuses. Oui, bon, les frontières, tout ça. Et ceux qui font ce business doivent commencer par s'interpeller. Mais M. Cotin, quand on a un géant à côté de nous, le Nigeria, qui produit massivement ce produit. C'est pourquoi je demande que ceux qui font le business d'amener ces sachets sur les marchés, ils n'ont pas commencé par s'interpeller. Est-ce que seulement, une dernière question, est-ce que seulement nous, en menant cette lutte-là, est-ce que si on le menait de façon régionale, la CEDEAO disait, OK, aujourd'hui, on interdit le sachet plastique dans tout l'espace CEDEAO. Est-ce que ça ne marcherait pas mieux? Parce que nous, on refuse. Le Nigeria, à côté, continue de produire le produit. Le Togo, peut-être, est en train de mener le combat, mais pas aussi véritablement. Le Burkina Faso, le Niger, que ça y est encore. Est-ce que de façon régionale, on ne gagnerait pas ces combats? Oui, il faut. La CEDEAO a même essayé. Il faut, mais ce qui se passe, la volonté de chaque pays compte beaucoup. Toutes les décisions que vous voyez que les gens le prennent sur un plan régional, si la volonté du pays même n'est pas... C'est-à-dire c'est décisif en réalité. Donc il faut
qu'on commence par prouver aux gens aujourd'hui que faisons-nous? Comment nous allons faire? Et si on commence par dire, nous arrêtons un temps soit peu dans nos maisons, madame, bon, on va arriver. Vous en appelez donc ce matin à la responsabilité individuelle, d'accord, de chaque citoyen du Bénin. Je pense, William, c'est en gros ce qu'il faut retenir pour que ce combat-là réussisse vraiment. N'est-ce pas? Oui, c'est clair. Madame, je crois qu'il faut... Chaque fois qu'on va au marché, qu'on achète, qu'on achète quelque chose, il faut exiger qu'on nous le mette ou amener son sac, tout simplement. Amener son sac, tout simplement. Et quand vous voyez, par exemple, de la cassa emballée dans un sachet il faut plastique, refuser. Il faut refuser. Ou du hablo dans un sachet plastique. Il faut refuser. Vous n'achetez pas. C'est clair. La cassa dans des sachets plastiques, il faut refuser. Vous allez à des ateliers, le service traiteur amène au Seigneur. À des ateliers, amène la cassa en sachet plastique. Mais en réalité, William, c'est sérieux. C'est sérieux. Mais la cassa chaud. Franchement, monsieur Cotin, intensifier aussi la communication. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, Internet et les réseaux sociaux. On ne vous sent pas. C'est vrai que on le sait, mais face aux aléas, aux difficultés de la vie, on a, intensifié la communication. On va intensifier. Et vous êtes une piste puisque vous êtes dans un quartier. Et comme j'ai dit, je suis dans les quartiers. Je vous attends. Délégué à Conville. Ah non! Je vous attends à Conville. Madame, oui? Il me connaît. Quand on dit... William, c'est déjà fini. Non, quand on dit... Il le fait. D'accord. Si je ne dis pas, c'est un autre débat. Mais si je prends l'engagement devant vos téléspectateurs en plus, c'est pas entre nous. C'est pas un débat. Non. Je vous prends à témoin. Eh ben, c'est clair. Vous verrez les vidéos, vous verrez les images. Allez, merci. C'est grand, M. Cotin. C'est grand. Mais on fera ce qu'on peut. Mais il faut commencer. D'accord. Merci. Merci, monsieur Cotin. William, merci. C'est un sujet... Non, vous restez avec nous. C'est un sujet assez intéressant. Oui, madame, je ne peux pas oublier quand même. Exactement. Oui, c'est vrai. C'est plus simple comme ça. Vous êtes tout beau, monsieur Cotin. Non, ne le remettez pas sur le plateau, s'il vous plaît. D'accord, merci, madame. C'est mieux comme ça, monsieur Cotin. C'est plus joli. Merci d'être passé. Allez, merci, madame. À très vite. Merci, William. Merci. Nous gardons le contact. Exactement. Merci. Et prenez conscience que les sachets plastiques... ça n'est pas bien. William Aguiar, ça dégrade notre santé. Pardon? William Tchoki ici. William Tchoki. On va à la pause rapidement et on installe le débat. Et oui, ce matin sur le forum de discussion, on parle de l'état de santé de nos océans. Et William Tchoki nous invite ce matin à protéger les océans. Exactement. C'est une thématique, on va dire, pas très connue. William Aguiar, je l'avoue ce matin, je la découvre aussi avec vous. William Tchoki, oh là là, franchement. William peut en cacher un autre. Ça se comprend, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que j'allais dire déjà? Océan. On parle de la santé donc, des océans. Qu'est-ce que c'est, William Aguiar? William, oh là là, qu'est-ce qui se passe ce matin? William Tchoki. Oui. Bon, en fait, quand on parle des océans, c'est quand même de vastes étendues d'eau que nous avons, qui couvrent plus de 70% de l'espace de la planète. Cet écosystème quand même qui nous donne la majeure partie de l'oxygène que nous avons sur Terre. Cet écosystème qui est aussi, je dirais, le plus grand garde-manger de l'humanité. La plupart du déplacement des marchandises d'un continent à un autre est fait à travers ces écosystèmes. Je dirais que c'est cela qui régule la santé de l'homme sur Terre. Sans les océans, il n'y aura pas de poissons. Aujourd'hui, quand on parle des animaux emblématiques tels les baleines, on les retrouve où? Qui pèsent plus de 45 tonnes par moment. C'est dans les océans qu'on trouve cela. Donc, les océans, je dirais, c'est la vie. Sans cela, il n'y aurait peut-être pas de vie sur Terre. D'accord. Et avec nous ce matin, pour parler de la santé des océans, notamment des enjeux environnementaux, nous avons Christian Adier. Bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes OCA.
océanographe. Oui, bien sûr. Et donc, protéger la santé des océans, on le dit souvent, c'est protéger l'humanité. Expliquez-nous un peu. Oui, William Tchoki l'a presque tout dit. C'est seulement que tu as dit vaste étendue d'eau, mais il a manqué le salé. Salé, exactement. Oui, vaste étendue d'eau salée qui couvre la planète. Et comme il a dit, ça couvre plus de 70% de la Terre. Vous comprenez donc que la Terre ferme sur laquelle nous sommes fait à peine 25 à 30%. D'accord. À partir de ce moment, c'est la loi du plus fort. 70% contre 20% ou 25%. Vous comprenez? Donc, c'est l'océan qui régule le climat sur la Terre. Vous comprenez que si c'est ainsi, s'il doit pleuvoir demain, si aujourd'hui on demande à l'océan, il pourra nous le dire. Ah oui? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, quand vous, les journalistes, à la télé, vous annoncez le temps qu'il fera demain, c'est sûr qu'un météorologue derrière vous l'a communiqué. Et derrière le météorologue se cache un océanographe qui est dans son domaine, qui est en milieu marin avec des capteurs et qui lui permet de prédire le demain par rapport au climat. Et comme l'a dit William, c'est également un garde-manger. Oui, les éléphants de mer, tu en as parlé, qu'on appelle les baleines, les baleines, les dauphins et autres. Mais avant ces baleines, dauphins, nous avons les poissons. Tous les poissons que vous allez prendre dans les poissonneries proviennent de l'océan. C'est ça un peu l'enjeu. Mais malheureusement, on ne prête pas attention à cet écosystème. On est à la plage, on regarde, on ne voit pas la fin, on se dit, bon, ce truc-là est immense, mais on ne comprend pas. Alors que c'est quand même, si on veut caricaturer, c'est un être vivant. Ah oui. Oui, c'est pour ça qu'on parle d'état de santé. D'accord. Donc c'est un être vivant. Et comme vous le savez, tout être vivant qui ne contrôle pas santé et qui... C'est votre portable qui sonne? Et qui mange tout, pratiquement. Donc, vous comprenez que celui-là va tomber malade. Donc, voilà un peu ce qui se passe aujourd'hui. Et tout à l'heure, vous avez fait une émission sur les sachets plastiques, les déchets en général. Oui, j'ai souvent défini la pollution marine avec les étudiants en tant que la mauvaise gestion des déchets de nos ménages. Donc, dès que nous gérons mal les déchets chez nous, donc ça se retrouve sur la plage et ça finit dans les océans. Oui. Si un peu, on regarde un peu les images des fonds marins, vous allez constater qu'aujourd'hui, de milliers de tonnes de sachets jaugent le fond marin. Un milieu même dit, que près de 80% des déchets que nous produisons sur terre ferme se retrouvent dans les océans. Oui. Et la plupart sont des sachets plastiques. C'est ça. L'homme n'habite pas l'océan, mais malheureusement, il le pollue. Il le pollue dangereusement parce que si vous prenez juste le cas du Bénin, l'océan est le poumon de l'économie du Bénin à travers le port. Tout à fait. Donc, avec l'océan, nous faisons le transport maritime. Et vous comprenez que partout où on fait le transport maritime, on fait du commerce, on génère des déchets. Et malheureusement, comme les gens voient que c'est un vaste étendue d'eau salée, ils peuvent tout jeter dedans. Malheureusement, à l'heure actuelle, l'océan est en train de s'étouffer. D'accord. L'océan est en train de s'étouffer et c'est pour appeler ou rappeler la conscience de l'humanité. En fait, ce matin. Oui, que les Nations Unies ont dédié une journée, le 8 juin de chaque année, pour célébrer l'océan. Et à chaque fois, on prend un thème pour attirer la conscience des citoyens par rapport à ça. Cette année, par exemple, on dit les merveilles de l'océan. Protégeons ce qui nous fait vivre. Les merveilles de l'océan. Protégeons ce qui nous fait vivre ou aidons ce qui nous fait vivre. Vous comprenez? Donc, on doit aider l'océan parce que l'océan nous fait vivre. D'accord? Il nous fait vivre par tout ce que nous avons dit tout à l'heure. Tout le manger, tout ce que nous lui demandons. Ça nous fait vivre parce que c'est le poumon de l'économie du Bénin. Mais on doit également l'aider à vivre parce qu'on a dit que son état de santé est critique. Et justement, parlant même de l'importance, il se tient actuellement même à Nice, en France, la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, qui réunit, je dirais, toutes les nations de la Terre pour réfléchir sur les problèmes qui entachent le bon fonctionnement des écosystèmes, surtout la surpêche, la pollution en mer, et puis tant d'autres décisions à prendre pour éviter quand même la pollution que nous constatons aujourd'hui au niveau des océans. Oui, bien sûr, William. Si nous allons un peu sur ce sommet, vous allez voir que le thème qu'ils ont pris pour le sommet également se rapporte au thème de la journée.
Ils ont pris là-bas. Accélérer l'action et mobiliser tous les acteurs pour conserver et utiliser durablement l'océan. Merci beaucoup. Ça fait la conservation et l'exploitation durable de l'océan. Ouais. La conservation et l'exploitation durable de l'océan. Comme je l'ai dit, l'océan est en train de s'étouffer. Son état de santé est critique. Mais comment faire maintenant pour conserver? Conserver quoi? On conserve ce qui est vivant, ce qui vit, toutes les ressources que nous avons. Et pour les conserver aujourd'hui, le thème, c'est la création des aires marines protégées. Et comme vous le savez, ce mot, les aires marines protégées, on l'avait déjà dit à travers la Convention d'Haïti, qui avait demandé à tous les pays côtiers du monde qui ont une façade maritime, de créer des réserves marines. Les gens ne comprennent pas forcément ce qu'on entend par aires marines protégées. Je fais un peu de synonyme par rapport au continent. Sur la côte, sur le continent, au Bénin aujourd'hui, nous avons combien de parcs? Nous avons plusieurs parcs au nord. Ces parcs terrestres, c'est-à-dire les forêts classées, les forêts protégées, Bendiaré, Douvé et autres. Et c'est grâce à ces parcs-là aujourd'hui que vous et moi, avec notre âge, on a pu voir un éléphant vivant. On a pu voir un lion vivant. Imaginons un instant que nous n'avons pas ces forêts protégées, ces forêts classées. C'est sûr qu'aujourd'hui, nous n'aurons plus rien. On n'aura pas la chance, vous et moi, de voir un animal vivant. Seulement à travers les photos. Oui, c'est à travers les photos que nous allons les voir. Ça veut dire quoi? Les chasseurs auraient tout tué. C'est la même chose en milieu marin. D'accord. Aujourd'hui, quand on parle de surpêche. Pour les aires protégées. Voilà. Quand on parle de surpêche, c'est que les pêcheurs veulent exterminer tout ce qui est vivant dans l'océan. Exterminer les poissons à cause du gain. Quand ils vont en mer, ils veulent tout ramasser. Comme hier, nos parents, aujourd'hui, les gens ne pêchent plus à l'aveuglette. Hier, nos parents lançaient les filets à l'aveuglette et ils prenaient ce que Dieu, la nature les donnait. Aujourd'hui, les gens pêchent avec la technologie, des sondes. Donc, on détecte le banc de poisson et on ensèque le banc de poisson et on le ramasse complètement, même avec les petits qui sont dedans. Quelle est la gestion de cette ressource où vous ramassez avec les petits et vous voulez que ça soit durable? Vous comprenez? C'est compliqué. On ne peut pas faire une gestion durable comme ça. Donc, sur le plan des ressources, de l'écosystème, les océans étouffent. Et par rapport à ça, on a demandé à tous les pays côtiers du monde, les pays qui ont en façade l'océan, comme le Bénin, de créer des aires marines protégées. Et dans ce cadre d'idée, le Bénin a ratifié la convention. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que le Bénin a honoré à cette convention. En créant deux aires marines protégées. Voilà. Donc en 2002, par décret, le Bénin a créé ces deux aires marines protégées. Une qui est à Cotonou, ici à Donatin, et l'autre à Grand Popo. Donc nous avons créé ces deux aires marines protégées. Mais est-ce que c'est fini? Parce qu'on a demandé à tous les pays côtiers du monde de créer des aires marines protégées à hauteur de 10% de leur espace maritime. C'est-à-dire, quand on prend la surface maritime, les aires marines protégées doivent pouvoir occuper au moins 10%. Et dans le cas d'espèces, ce n'est pas suffisant? On n'est même pas encore à 1%. D'accord. Il faut en faire plus alors? Il faut en faire plus. Il faut en faire plus. Et si on se réfère un peu au sommet qui se tient actuellement à Nice, il est bien dit, avant ce sommet, tout le monde entier, quand on met les aires marines protégées qui ont été créées ensemble, nous sommes autour de 8%. Alors, ça doit faire normalement 30%. Très bien. D'accord. Il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin. Qu'est-ce qui bloque? Oui, c'est la volonté. La volonté politique. C'est la volonté politique. Oui, c'est la volonté politique. Qu'est-ce qui se passe? On ne voit pas l'intérêt Oui, c'est ça. Ce que nous sommes en train de dire maintenant, nous sommes en train d'éveiller la conscience. De dire aux gens, si vous ne faites rien, d'ici là, nous aurons un désert de liquide. L'océan que vous voyez là, ce sera un désert de liquide, c'est-à-dire ça ne va plus abriter les poissons. Donc c'est une sorte de plaidoyer que vous faites ce matin. Exactement, oui. C'est ça. À l'endroit des autorités compétentes. C'est ça. Vous savez que chaque année, nos côtes, on a la chance d'avoir les baleines qui viennent mettre bas du mois d'août à novembre. Vous avez fait plein de sujets là-dessus, d'ailleurs. Exactement. Donc, c'est une chance pour nous. William est plus qu'un océanographe. pas trop. C'est un journaliste spécialisé en environnement. C'est son cœur d'activité. Il connaît ce secteur-là. Oui. Donc, ces baleines ont pris nos côtes comme des maternités. Ils viennent mettre bas, apprennent à nager à leur petit, et puis après, ils repartent. Et puis cela, c'est une chance pour nous parce qu'on peut aller voir mais ces baleines. Et c'est de l'argent pour notre pays. Enfin, ça dit le tourisme. Bien sûr. Écotourisme. Non seulement ça, il y a aussi les tortues marines qui viennent pondre sur nos côtes. Je crois qu'on en a 7 espèces. Oui. Mais il y a je crois 4 ou 5 espèces qui fréquentent notre côte. Nos côtes et qui viennent pondre régulièrement à notre côte.
Alors que quand vous prenez des pays tels Costa Rica, c'est des gens qui ont des côtes pourries de ces espèces qui viennent pondre. On n'a même pas de place pour circuler sur ces côtes-là. Chez nous ici, souvent, quand les tortues viennent pondre, les pêcheurs, parce que c'est intéressant, les œufs, moi j'en ai jamais pris, mais les gens ramassent et puis bouffent ça. On peut laisser. Les tortues, quand elles naissent ici, des années après, elles reviennent toujours là où elles sont nées. Et là, c'est une chance aussi pour notre pays. Vous savez, les touristes descendent, quittent les États-Unis, la France, n'importe quel pays de l'Europe, de l'Amérique, ici, juste pour voir ces tortues naître et après les voir lâcher en mer. C'est des choses qu'il faut encourager, permettre à ce qu'on puisse les protéger, ne pas vouloir tuer tout nécessairement. Chez nous, quand on voit un animal quelque part, la première idée qui nous vient à l'esprit, c'est d'abord tuer. Il faut d'abord chercher à protéger, chercher à comprendre. Et là, on aurait gagné mieux. D'accord. Si on prend l'exemple de Costa Rica qu'il a annoncé, oui, il y a des décennies en arrière, étaient un peu comme nous, où ces tortues-là, on ne les voit plus assez. Aujourd'hui, il y a une seule espèce qui vient pondre. Mais sur près de 5 espèces, ce serait intéressant que toutes les espèces viennent. Et tel qu'il a dit, quand une tortue naît quelque part, pour pondre, c'est-à-dire à l'âge adulte, la tortue revient encore toujours sur ce lieu-là. Donc ça veut dire quoi? Si nous les protégeons aujourd'hui, toutes les tortues que nous protégeons aujourd'hui et qui naissent ici reviendront demain. C'est la même chose qui s'est passée à Costa Rica. Il y a des décennies, ils n'en trouvaient pas. Ils ont fait la protection, c'est-à-dire, comme aujourd'hui, il y a certaines ONG qui le font, Nature Tropical par exemple, qui protègent les œufs. Dès que la tortue vient pondre sur la côte, Nature Tropicale récupère ces œufs, les protège jusqu'à l'éclosion. Et on aide les petits à retourner en milieu marin, dans l'océan. Donc, vous comprenez que tous ces petits reviendront un jour chez nous. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui à Costa Rica. Quand tu dis aujourd'hui que les tortues viennent pondre, même en plein jour, tu es à la plage, à côté de toi, la tortue est en train de pondre. Moi, j'ai la chance de voir ça, c'est intéressant. C'est beau à voir. Oui. On appelle même la population aujourd'hui à venir ramasser les œufs, parce que c'est trop. C'est trop. D'accord. C'est trop. Si on les laisse, on n'aura même plus d'endroit pour marcher. Parce que les œufs seraient enfouis dans le sable, et quand vous marchez là-dessus, vous allez les casser. Donc, dès que les tortues viennent pondre, comme c'est trop, on est obligé de dire à la population, venez ramasser. Vous voyez? Donc, on rêve avoir... aussi une côte aussi nourrie, comme on le voit à Costa Rica. Oui. D'accord, très bien. Et donc, c'est un appel qu'on lance comme ça. On va tous ensemble protégeons l'océan. C'est ce qu'il faut dire, non? Évitons d'aller, voilà... Il y a quelques années, Rachid, nos déchets, les bouts de vidange, on les déversait directement dans l'océan. Aujourd'hui, c'est une pratique qui a reculé. Aujourd'hui, l'État a construit 2 stations de traitement de boues de vidange. Il y a une qui est à Semepoji, l'autre qui est à Calavi. Aujourd'hui, on essaie quand même de protéger plus ou moins les océans. On veut qu'on le fasse mieux pour continuer les sachets plastiques surtout. Quand vous allez à la plage à certaines heures, il y a ces déchets-là qui viennent. Parce qu'on dit souvent que la mer, quand vous jetez les déchets, quelque temps après, ça revient toujours. Donc, essayons d'éviter que les déchets aillent dans les océans. D'accord. Et puis, c'est nous qui gagnons. Merci beaucoup, William Tchoki. Monsieur Agé, je vous permets donc de conclure, on va dire, ce débat. Oui, je dirais bien sûr que le Bénin, en tant que pays côtier, est signataire de la Convention, est représenté à Nice, je suppose, par le ministère de Cadre de Vie. Donc, c'est en ça que j'appelle à l'attention du gouvernement que nous avons créé les 2 premières aires marines protégées. Mais si vous allez à la côte aujourd'hui, vous ne saurez pas là où ces aires-là existent. Ça veut dire quoi? Il faut mettre les moyens pour d'abord délimiter les balises. Oui, les balises pour délimiter ces aires marines protégées, pour empêcher que les gens viennent pratiquer la pêche dedans. Parce que c'est ça qu'on est en train de refuser. L'océan est en train de s'essouffler, les ressources également. Donc, dès que nous créons ces réserves, il faut les protéger. C'est une réserve protégée qui est en fait une aire marine protégée. Ce n'est pas une réserve créée sur papier. Donc, il faut mettre les moyens pour l'Institut océanographique du Bénin, mettre les moyens pour qu'on puisse élaborer d'abord les plans d'aménagement et de gestion de ces aires marines protégées et passer réellement à la gestion. La gestion pour que ces refuges, ces réserves, comme sur le continent, puissent être des refuges pour les ressources halieutiques, c'est-à-dire les poissons viendront là, pondre, les œufs resteront en sécurité jusqu'à l'éclosion. Et comme ça, les petits pourront grandir allègrement et pourront coloniser l'océan. C'est la seule solution aujourd'hui. Sinon, je suis scientifique et je sais que pendant longtemps,
on s'est basé sur les logiciels pour protéger les ressources. Mais tous ces logiciels aujourd'hui sont tombés et sont révélés inutiles, se sont révélés ça. Dans beaucoup de pays aujourd'hui, ces ressources-là ont chuté. Les stocks des ressources ont chuté. Donc c'est la seule chose aujourd'hui qui est la précaution, c'est la création des aires marines protégées. Merci. Monsieur Adjé, océanographe. Votre métier, il est passionnant, vous le savez. Merci beaucoup. Voilà, merci. William, pardon? On vous invite à faire un tour avec nous. Ouais, pourquoi pas. J'ai eu l'occasion à travers la télé de voir plusieurs reportages signés par mon cher William Tchoki, dont c'est la chose. Oui, bien sûr. Ça fait plaisir à voir. On va descendre peut-être au mois d'août. On ira mais vous allez voir un peu les baleines, comment est-ce que c'est intéressant ce spectacle en tout cas. Mais les merveilles de la nature. Merci William Tchoki. Merci également à vous Christian Adjé. Ce sera tout pour ce sujet lié à la santé des océans. À présent, on va parler de football. Oui, hier, ça a été une soirée footballistique assez fournie, on va dire. Oui, nos guépards se sont inclinés, c'est vrai, face au Maroc. 1-0, on en parle avec quelques consultants et reporters sportifs. Retrouvez-les juste après ceci. Un but à 0, c'est le score du match qui a opposé hier les Lions de l'Atlas aux Guépards. Une défaite, on va dire, sur le fil du rasoir. Nos guépards ont tout donné, mais ça n'a pas suffi pour décrocher une victoire. La revanche donc est assurée par nos Marocains. On en parle ce matin avec deux invités. Bonjour. Bonjour Rachid. Bon, Monique, comment ça va? Ça va très bien. Hier, vous étiez sur le plateau et vous revenez encore ce matin, n'est-ce pas? Oui, une forte sensation. Pour décrypter un peu ce match-là. C'était un match foufou, on va le dire comme ça, n'est-ce pas? Oui, c'était une très grande sensation de vivre cette explication. Déjà avec la barre qui a été mise très haute par les Marocains. Et donc, je dirais également, ça a été un aboutissement on ne peut plus heureux pour le Bénin, puisque voilà, le score c'était un score d'1-0. Même si c'est une défaite, ça reste quand même une très belle prestation dans l'ensemble. Alors, Dicorel Seyanzo, bonjour. Bonjour. Journaliste sportif. Bien sûr. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, hier, nos guépards, ils ont tout donné. Ça a été un match intéressant, un match qui nous a montré, on va dire d'une certaine manière, la santé, n'est-ce pas, de nos guépards. À l'arrivée, c'est une défaite, 1-0. Alors, ce match, quelle analyse on peut faire de cette rencontre? D'entrée, moi, je dirais que prime à la jeunesse et pouvoir aux produits issus du championnat local. C'est vrai que c'est un match amical, mais les Marocains n'ont pas pris ce match comme, je dirais, un test. Eux, ils ont mis tous les enjeux possibles. Ils ont tout donné. Ils ont donné tous les ingrédients nécessaires. Si on prive le Bénin de la reconnaissance, de la séance traditionnelle de reconnaissance de la pelouse de la veille, ce qui est réglementaire selon, bien sûr, les règles de la FIFA. Si le stade est archi-comble, c'était un enfer pour les guépards. Et donc, ils s'attendaient, bien sûr, à broyer les guépards du Bénin. Donc, hier, on a quand même vu une assise défensive assez solide des guépards qui auraient pu boire de l'eau. Et donc, il y a eu beaucoup de côtés positifs, je dirais. Quand on voit la composition de Guénot Rohr, il y a assez de jeunes. J'ai vu sur les 11 entrants, 3 joueurs qui ont moins de 23 ans et les 4 remplaçants aussi ont moins de 23 ans. Donc 7 joueurs sur les 15 sollicités par Guénot Rohr qui ont moins de 23 ans. Donc la jeunesse déjà est sollicitée. Il a misé sur la jeunesse. Sur la jeunesse. Et quand on voit également les 11 entrants, il y a 6 joueurs qui sont issus, en tout cas qui ont connu le championnat béninois et globalement sur les 15 joueurs sollicités, 9 joueurs qui ont pris part le championnat béninois. Ça veut dire que la régularité a commencé par véritablement payer. Alors, à Limoumouni, hier, nos joueurs n'ont pas eu la chance, on va dire, la possibilité de faire une sorte de reconnaissance de terrain. Ça leur a été refusé complètement. Est-ce que vous pensez que ça a joué aussi un peu sur nos joueurs hier?
D'une manière ou d'une autre, c'est un aspect psychologique qui a joué sur le joueur. Déjà à la veille, savoir qu'on n'a pas accès au stade, le stade sur lequel, la pelouse sur laquelle on va disputer notre rencontre. Est-ce que pour prendre connaissance des lieux? Oui, justement, mais quand on regarde l'enjeu également, certainement, je me suis dit, à un moment donné, l'entraîneur aurait pu passer un message. Et c'était ça, certainement, qui a permis au Guépards de rester dans le match, parce qu'on les a vus vraiment, véritablement disciplinés tactiquement. Et donc, le message sera certainement, c'est une rencontre sans enjeu pour nous. Nous sommes là pour faire un test, pour pouvoir remanier notre effectif, faire jouer tous les joueurs, donner la chance à tout le monde. Et donc, quand on reste dans cette dynamique, il n'y a pas de points à gagner, il n'y a pas de qualification possible. Donc, je crois qu'il n'y a pas lieu de se stresser. Et ça a été le cas hier face au Lyon. Mais il y a quand même des automatismes à tester. Surtout justement, cette charnière défensive qui sera à rude épreuve à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Encore que nous n'avons pas encore perdu toutes les batailles en ce qui concerne les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc, quand vous voyez 3 latéraux gauche mis au banc et on donne la chance à un défenseur central reconverti latéral gauche qui a répondu de cette façon, ça veut dire que Gano a fait des tests qui ont été quand même payants à des niveaux donnés. Et donc, on peut dire à l'arrivée que c'est un test réussi. Ça a permis de voir que dans notre équipe, les joueurs sont bien en jambes. Oui, les automatismes sont là, mais dire un test réussi, pour moi, c'est encore Pourquoi, trop tôt. à cause de la défaite? Non, pas la défaite, parce que l'entraîneur a encore assez de matchs, d'ailleurs les éliminatoires de la Coupe du Monde qui viennent, et peut-être d'autres matchs amicaux également pour se préparer pour la Coupe du Monde et pour la Coupe d'Afrique des Nations à venir. Donc, dire que c'est un test réussi, on n'arrivera jamais à la fin de la préparation, même si la compétition est proprement dite commence. Donc, pour le moment, l'entraîneur a réussi quand même à tirer des leçons. Et pour moi, il y a eu quand même des points, je dirais, concluants, surtout au niveau de la charnière défensive, avec cette sérénité qu'on a remarqué avec certains joueurs qui ont été repositionnés. Je pense que c'est déjà un bon début et donc le reste, ça viendra avec les rencontres à suivre. La charnière défensive a fonctionné. On a aussi vu un milieu de terrain assez efficace hier avec Imran qui était, on va dire, sur tous les ballons. Ah oui, le milieu de terrain, vous savez, c'était un milieu de terrain déjà qui est habitué à jouer ensemble depuis plus de 6 matchs déjà. C'est le même le terrain, c'est le même trio que Gano Roy a l'habitude d'aligner. On a quand même senti il y a une certaine maturité dégagée par ce milieu de terrain avec le nom que vous avez évoqué, le joueur formé à l'Académie Poté Joseph ici à Cotonou qui a fait le tour pour qui aujourd'hui monnaie ses talents du côté de la Suisse, qui est l'un des joueurs les plus chèrement vendus par le football béninois. Donc c'est un pur produit 100% béninois. On a quand même vu sa maturité parce qu'il a progressé en ce qui concerne donc son repositionnement tactique et sa projection vers l'avant. Je voudrais revenir un peu sur la dernière intervention de Ali Moumouni. C'est vrai, aucune défaite n'a jamais été bien applaudie, mais quand on regarde, je dirais, l'historique des confrontations entre le Bénin et le Maroc, du côté du Maroc, le Bénin a toujours lourdement perdu. On a perdu 3-1 là-bas en 1993. On a également perdu le 13 novembre 2014, 6-1 du côté du Maroc en match amical. Donc si on a pu perdre, ne serait-ce que sur un score d'1-0, c'est qu'on a progressé et tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est encore fait. Oui, on parle justement de la dynamique actuelle de l'entraîneur. La dynamique, c'est de préparer son effectif pour la Coupe d'Afrique des Nations et ne pas rester, je dirais, s'appesantir sur le score. Le score, oui, c'est vrai que ça compte, c'est bon pour le moral des joueurs, mais vu les enjeux, le plus important pour lui, c'est déjà de tirer des leçons. Et donc, je pense même pour lui que cette défaite, ça lui permet éventuellement de tirer beaucoup de leçons parce que quand on regarde l'aspect de ce but, la désorganisation de la défense, déjà l'intervention, et puis le but marqué par El Kabi, il y a de quoi tirer des leçons véritablement. Et donc aussi, quand on regarde le Bénin qui n'a eu qu'un seul tir, qui n'était même pas cadré, donc je crois que... Zéro tir cadré. Un seul tir, mais qui n'était pas cadré. Donc le tir de Simonier qui... c'est zéro tir cadré. Oui, zéro tir cadré. Donc quand on regarde tous ces aspects, toutes ces statistiques, je pense qu'il y a vraiment de très grandes leçons à tirer de cette explication. Et pourquoi pas, Ducoré l'a précisé tout à l'heure à l'entame, donner plus de chances davantage désormais aux joueurs locaux parce qu'on a constaté la majorité, sinon la plupart de ces jeunes à qui le sélectionneur donne de la chance qui ont confirmé. On a vu notamment cette frappe ratée de Jodel Dossou. Sa sortie a été quand même un peu bénéfique pour cette équipe, n'est-ce pas?
Oui, parce que Jodel Dossou, ce n'est plus Jodel d'antan, Jodel qu'on connaissait, le TGV. Il n'est plus en forme. Non, on va pas parler de forme forcément, mais il a pris de l'âge. Aujourd'hui, il a 33 ans, il n'a plus 23 ans. Et donc, il ne peut plus évoluer, avoir sa pointe de vitesse qu'on connaît de lui sur le côté. Et même en club, Jodel aujourd'hui a été repositionné dans un système de 3-5-2 où il joue derrière l'attaquant. Non, on sait qu'il ne peut plus courir. C'est vrai, après 60 minutes, sortir un expérimenté, envoyer un jeune, oui, on a vu que... Ça a donné du 109, il a été plus tranchant. La défense marocaine a été obligée de rester un peu derrière. N'eût été la clément de l'arbitre, on aurait pu assister à un penalty accordé à ce jeune talent béninois, Rachidou Razak, qui a été découvert du côté de Dynamique de Djougou. Oui, je voudrais justement parler de Jodel Dossou et dire que oui, justement, c'est l'une des fiertés également de notre pays, vu un joueur qui a progressé et qui a commencé sa carrière au Bénin, qui s'est retrouvé maintenant au niveau européen. Je pense que c'est l'une des fiertés, même si aujourd'hui la flotte lâche lui permet de ne plus être assez performant comme on le lui connaissait. Et donc aujourd'hui, avec la fulgurance dont on a besoin, surtout sur la ligne d'attaque, je pense que justement Jodel Dossou est arrivé à un niveau où voilà, on ne peut plus dire que voilà, il n'a pas été véritablement performant, mais on devait comprendre parce qu'on regarde, quand je fais vraiment cette analogie avec la rencontre, la finale entre le Portugal et l'Espagne, on a vu un Cristiano qui n'a pas été vraiment prolifique, mais avec une demi-occasion, il a su faire quelque chose. Il a fait la différence. Il a fait la différence. Ouais. Et ça a été également le cas de Jodel, même si ça n'a pas été vraiment payant. Il a eu également effectué quelques deux centres. Et donc, c'est ce qu'on attend d'un décentré, provoquer, faire des centres. Il a essayé, même si en termes physiques, il n'est plus, il n'a plus bien en forme. Il n'a plus le répondre. Ouais, d'accord. Et c'est aussi le cas de Steve Mounier qui n'a pas été hier décisif, hein? Oui, Steve Mounier a presque perdu tous les duels. Il n'a gagné qu'un seul duel aérien, son domaine de prédilection, le domaine qu'il adore, qu'il affectionne bien. Mais on peut comprendre, Steve Mounier a passé quand même une saison assez difficile. C'est pour la première fois où il n'a presque pas joué en club. Et donc, côté fraîcheur physique, ça doit forcément avoir des impacts négatifs sur son jeu. Mais il a joué un sale boulot hier. Quand vous êtes attaquant de pointe et vous jouez dans un système carrément défensif où vous n'arrivez pas à conduire, c'est difficile pour les attaquants de pointe. Donc, il a souffert plutôt, je dirais, du schéma tactique que les Marocains nous ont imposé. Vous avez vu, la seule fois où on a essayé d'aller de l'avant, les Marocains ont sauté le terrain et ils ont profité pour marquer le but. Donc, à des moments donnés, on doit reconnaître nos faiblesses et nos qualités et rester derrière pour, je dirais, constituer un bloc bas, défendre à fond. Et quand on défend comme ça, l'attaquant de pointe est souvent inexistant et c'est ce qu'a vécu Steve Mounier hier. Oui, je suis d'accord quand Dicorel parle du système de jeu qui nous a été imposé par le Maroc. Justement, ce n'est pas le système de jeu du départ de l'entrée du sélectionneur national, ça a été imposé par l'adversaire. Et quand vous êtes dans un schéma pareil, avec le profil de Steve Mounier, il ne pourra pas véritablement s'en sortir parce que ce n'est pas un joueur très rapide, ce n'est pas un joueur très agressif. Et donc, pour la pointe, pour un joueur qui va jouer ce rôle ingrat, il va falloir un joueur très fulgurant, très disponible également, généreux dans l'effort, et qui va permettre donc, qui va mettre en difficulté déjà le premier rideau de cette équipe marocaine avant maintenant que voilà, tout le bloc, c'est qu'on n'a pas véritablement constaté du côté de Steve Mounier hier. On a vu notamment quelques internautes demander le départ à la retraite de Steve Mounier. C'est pas exagéré là? Oui, c'est exagéré. C'est exagéré quand même. Dans un match où le Bénin a la possession, il sera assez... il sera vraiment intéressant de l'observer en ce moment-là parce que là, il aura suffisamment de balles, suffisamment de centres, suffisamment de passes en profondeur et donc comme ça, on pourra véritablement voir de quoi il est capable. Du coup, il a bien précisé, il a eu une saison difficile et donc ça aussi, ça entre en jeu. C'est exagéré à mon avis, c'est exagéré. Sur la toile, il n'y a pas beaucoup de pros, donc on peut les comprendre. Mais si vous êtes attaquant de pointe, on connaît le point fort de Steve Mounier, c'est pas aujourd'hui qu'on le découvre, on sait qu'il est très mauvais des pieds, mais dans les airs, il est très clinique. On a eu combien de corners? 0 corner. Si on avait pu tirer des corners et qu'il n'avait pas été efficace, on pourrait comprendre. Donc je pense que oui, on ne jette pas les capitaines n'importe comment, on ne jette pas nos héros, surtout qu'il est aujourd'hui le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Guépards du Bénin. Donc il vise à battre le record de Stéphane Sesséon. Donc c'est pas maintenant qu'il faut le jeter, il faut plutôt le protéger, l'aider à aller à la retraite de la meilleure des façons. D'une manière ou d'une autre, moi je les comprends. C'est vrai que c'est exagéré, mais il faut comprendre. Ils sont des supporters, ils sont des fans et donc... On a soif de victoire. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, si on jette Mounier, on a qui pour jouer à ce poste aujourd'hui? Je pense que ça n'existe pas. En tout cas, on travaille à avoir quand même des remplaçants de Mounier. Mais si tout de suite on dit Mounier, allez-y,
il n'y aura pas quelqu'un qui pourra répondre physiquement, tactiquement et techniquement comme Steve Mounier. Non, Digorel, il faut peut-être dire quelqu'un qui n'a pas l'expérience de Steve Mounier. Mais à un moment donné, il y a des jeunes qui sont là en pas de Romaric Amosso qui a fait cette... Qui n'est pas un offre. Et justement, qui n'est pas un offre. Oui, qui a été utilisé à ce poste-là. On l'a vu et ça n'a pas marché. On l'a vu avec Coton. Et aujourd'hui, quand on parle bien sûr des attaquants aujourd'hui, on veut des attaquants qui sont beaucoup plus mobiles. Et c'est ça aussi qui a joué sur nous hier, par exemple. Quand on regarde Jodel Dossou ou encore Junior Laïtan, il n'y a pas eu cette mobilité. Ils sont restés sur leur couloir, alors qu'aujourd'hui, au haut niveau, il faut des attaquants qui sont mobiles, qui mettent les défenseurs en difficulté. Et donc, les défenseurs n'arrivent pas véritablement à savoir quel est le poste véritable de tel attaquant ou de l'autre attaquant. Quand vous regardez, même l'équipe du Paris Saint-Germain qui a remporté la Ligue des Champions, on a vu la finale, la mobilité entre les attaquants, Ousmane Dembélé qui se retrouve du côté droit ou du côté gauche à tout moment, ou donc ça met en difficulté la défense adverse. Et donc, ce qu'on n'a pas constaté avec notre effectif. Et aujourd'hui, avec la performance de Romaric Amosso, je pense qu'il a la chance également, la possibilité de jouer, d'apporter quelque chose à cet effectif. Et justement, moi, je suis resté sur ma soif, puisque hier, j'attendais de le voir entrer à un moment donné. Voilà, on va permettre donc à nos téléspectateurs de suivre le résumé, n'est-ce pas, de ce match Bénin-Maroc, un résumé fait par notre reporter sportif envoyé sur place, Herman Rodrigue Amega. On va partir du côté du Maroc. L'appel de balle sur le côté Mohamed Tidjani. Solide, costaud. Junior Laïtan qui est descendu faire les tâches défensives. Il va d'ailleurs contrer le ballon. Et c'est reparti encore pour Steve Mounier qui fait un travail ingrat dans cette équipe. Il court énormément. On va voir cette action. Quel but! Et pour une fois qu'on va le voir dans cette partie, c'est qu'il nous sort un geste de génie. Le joueur de l'Olympiakos qui punit cette équipe des Guépards du Bénin. Ça fait 1-0. Le royaume chérifien peut exulter. Qui demande une défense béninoise un peu attentiste devant Olivier Verdon qui fait le retourné acrobatique et qui ouvre le score ici. Alors qu'on s'acheminait vers la pause dans ce match. Et quel geste de Ayoub El Kaabi. Dos au but. Je le disais tout à l'heure, Darius Odané, c'est le piège numéro 1 dans cette équipe du Maroc, celui qui a fini meilleur buteur de la Ligue Europa Conférence lors de la saison 2023-2024. On s'en souvient. Et regardez, tout part de cette action, de cette ouverture depuis le milieu de terrain. Et derrière, la défense béninoise n'est pas très présente. Elle est un peu attentiste. Et derrière, regardez, le retourné acrobatique, le ciseau, une Amara Simba. Donc, petite faute de main aussi de Marcel Dandino. Il savait ce qu'il avait à faire, El Kaabi. Regardez, il avait le gardien béninois, mais le ballon qui lui échappe au dernier moment. Marcel Dandino, pas très impérial, on peut le dire. Et ce beau retourné du joueur marocain qui a donné la victoire, n'est-ce pas, à l'équipe, aux joueurs de l'Atlas, oui. Un geste de très haut niveau de la part d'El Kaabi qui s'est suffisamment préparé, qui était couvert également, qui n'était pas logé. Donc, il a réussi quand même à surprendre le gardien, malgré en fait le temps, parce qu'on pouvait observer quelques 2 secondes de préparation avant de se retourner. Malgré ça, notre gardien n'a pas su couvrir véritablement le premier poteau, et puis voilà, c'est arrivé. Mais on a vu quand même un bon gardien à la baie. Oui, il était présent dans le match. Et si ce n'était peut-être cette action, il a été véritablement présent dans le match. Il a fait quelques sorties. Voilà. Je pense que c'était quand même bon pour le moral hier, quand même, pour Marcel Dandino, qui a été... Marcel Dandino plutôt, voilà. Qui a été ces derniers temps un peu décrié sur ses performances. D'accord. Alors, quels sont les points, on va dire, les points positifs à retenir et les corrections à apporter rapidement? Oui, le point positif, c'est déjà le milieu de terrain qui a été le maillon fort des Guépards du Bénin hier dans le marquage, dans le repositionnement. Et bien sûr, après, il y a la défense aussi. Il nous était cette petite erreur d'inattention. La défense aussi a très bien répondu. Moi, si on me demandait de choisir l'homme du match, j'allais parler de Woro Tamemou, l'ancien d'Aspac, qui a été très efficace, défensivement solide et offensivement. Il a beaucoup apporté. Et donc, je pense que oui, et Gano Dro a vu aujourd'hui qu'il y a un véritable challenge à Rachid Moumouni qui, pour moi, n'a pas progressé. En revanche, Woro Tamemou,
que ça soit Dallas où il a son pot de prédilection, ou à gauche où il a été souvent testé, et encore à droite, il a été très efficace. Pour moi, ça a été le point positif, très positif. Les maillons améliorés, c'est déjà la discipline tactique des Guépards du Bénin, à ne pas se laisser avoir comme ce qu'on a vu hier. Et puis après, tout le monde a été quand même très satisfait pour une première convocation, pour une première entrée en jeu d'un jeune de 18 ans, Rachid Moumouni, Rachid ou Razak, le joueur de l'AS Map. Je pense que pour un début, c'est très satisfaisant, et l'histoire nous donnera raison. On verra s'il pourra supporter, bien sûr, le poids de ce dossard numéro 11 qu'il a porté, parce que ça nous rappelle un certain Mouri Ogumbi, le chirurgien comme nous plaisons à l'appeler. Oui, quelques points rapidement à relever. Oui, je reste dans la même veine, et pour abonder dans le sens de Dicorel, et dit tout simplement que voir un Tamimou ou avoir les reflets, les automatismes d'un joueur de couloir, alors qu'il a été, je dirais, son poste de prédilection, c'est dans l'As. Je pense que c'est assez exceptionnel. Donc, il faut retenir tout simplement que... c'est un bon départ pour nos Guépards. Justement, l'entraîneur aura simplement à revenir également sur certainement l'alignement défensif, parce qu'on a encaissé un but sur l'alignement défensif, l'attaquant qui était couvert. En milieu de terrain, oui, le trio a toujours de répondants, et en attaque également, voilà, il va falloir revoir, parce qu'à un moment donné aussi, tenir comme des remplaçants, parce que ça paye après les remplacements. Merci Ali Moumouni. Alors, on a posé une question aux téléspectateurs. Que pensez-vous du match Bénin-Maroc? Bonjour Nadège. Bonjour à vous Rachidat, bonjour à tous. C'est un poste qui est intervenu tard dans la nuit, mais tout de suite on a vu nos internautes largement opiner. C'est la preuve, n'est-ce pas, qu'il y a pas mal de fans de foot au Bénin, ils sont très footeux. Effectivement, Rachidat, et je voudrais donc dire merci à tous ces amis internautes qui nous ont laissé des commentaires. Et on commence par Monsieur Ploka Eustache. L'arbitrage ne pose aucun problème si vous arrêtez de vous donner trop de fautes et réclamer une faute pour chaque mouvement. Les attaquants ne sont pas là pour regarder vos numéros ou vous prendre en photo. Le milieu, le camp adverse devant vous et non derrière. Kodjo Edouard pense que nous n'avons pas été ridicules. L'hécatombe annoncée n'a pas eu lieu. Je suis certain que les Marocains eux-mêmes ne sont pas satisfaits. Prudence Loupeda estime que c'est un match amical qui sert à tester les jeunes et non les vieux. On dirait que le coach ne voit pas ce qui se passe sur le terrain. Ce qui m'énerve le plus, c'est qu'il considère Mounier comme un joueur irremplaçable. Pour Brice Médénou, c'est un bon match dans l'ensemble, mais sincèrement, j'attendais mieux de l'encadrement technique sur ce match. Il s'agit d'un match amical et personne n'exigeait une victoire pour qu'on nous reconduise notre équipe type. J'ai l'impression qu'ils sont déjà satisfaits de cet effectif au point de ne plus vouloir essayer d'autres joueurs. Abdias Adonglé estime que c'est un match satisfaisant malgré la défaite, mais Mounier et Dossou n'ont plus leur place dans l'équipe du Bénin. On veut désormais voir les jeunes qui ont joué la fin du match. Le coach doit savoir utiliser les jeunes. Il faut qu'il apprenne aussi à parler à ses joueurs. El Clasico. Si le Bénin avait un bon entraîneur, nos joueurs joueraient un très beau match sur la pelouse. Notre entraîneur actuel est complètement dépassé. Cet entraîneur n'a aucune vision de jeu. Regardez les 4 changements qu'il a fait aujourd'hui. Dès qu'ils sont entrés, le jeu a totalement changé. Tout le monde s'est remis dans le match. Les jeunes ont bien joué. Jamais aucun Olukumbe nous a laissé ce commentaire. Pendant 90 minutes de jeu, 0 tir cadré, 10 échecs de tentative de dribble par nos attaquants. On se permet de prendre des cartons qui n'ont pas de sens. Moi, personnellement, je n'espère plus rien d'eux pour le moment. Et on finit par Morin, et on aurait cru voir des amateurs du football sur le terrain. Je vous jure que si ça continue comme ça, on n'aura jamais de trophée
pour le Bénin, nous voulons plus de jeunes dans l'effectif, plus de vieux qui ne servent à rien. Ils ont été sévères, ils ont été très durs avec notre 11 national. Effectivement. Mais bon, c'est la passion du foot qui fait tout cela, n'est-ce pas, qui crée tout ça. Blaise Adanko, bonjour. Bonjour Rachida Biomaman, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et vous parlez de cette passion du football qui davantage permet d'avoir ces nombreux commentaires sur la page Facebook et sur donc les canaux digitaux de la SRTB. Nous, on ne va plus revenir sur toute cette actualité du football, mais on va parler quand même de Maracana avec les acteurs du Maracana béninois qui ont répondu présent à l'invitation de la Fédération béninoise de Maracana à Grand Popo pour le championnat national de Maracana édition 2025. Ça se joue en phase départementale et donc pour le compte de la Ligue Monokoufo, ce sont donc les deux équipes Prostad Ilakodji et Abaf Maracana Club qui vont donc représenter cette ligue lors de la phase finale donc du championnat. On va toujours parler sport avec cette fois-ci un nouveau mandat olympique qui est accordé au président Romuald Razoumé. C'était à l'issue de l'Assemblée générale élective qui s'est donc tenue le samedi dernier à la Maison des Fédérations à Cotonou. Tous les délégués présents donc à la Maison des Médias, à la Maison des Fédérations, ont voté pour la reconduction de Romuald Razoumé à la tête de la fédération. Ainsi donc pour le président, il va donc diriger une nouvelle équipe avec 10 autres hommes et femmes pour le compte donc de l'Olympiade 2025-2029. On finit avec du basketball et notamment la FIBA 3 contre 3 Nation League qui s'est donc tenue du côté de Porto Novo avec les Amazones qui ont clôturé en apothéose cette compétition, championne du stop 6. 4 victoires sur les 5 derniers matchs, donc victoire du Bénin en finale face à la Côte d'Ivoire. Les Guépards, par contre, se sont inclinés face à l'Algérie 21-18. Ce qu'on retient, c'est que ça a été une très très belle compétition à Porto Novo. Merci Blaise Adanko pour le condensé des autres actualités sportives. On vous retrouve demain, toujours sur Bonjour le Bénin. On termine avec la revue de presse avec vous. William, bienvenue à Guia. Vous nous parlez de Hongbeji et de Diobrenou. Et vous évoquez la guerre des rusés. Aura-t-elle lieu? Oui, c'est une interrogation à la une du quotidien Matin Libre. Le journal constate qu'au sein de l'UPR, plus rien ne va. Décidément, décidé à prendre le R joint à l'SUP pour former ce regroupement avant les législatives précédentes. Adrien Hongbeji multiplie les alertes des dénonciations aux appels au dialogue et au retour aux valeurs démocratiques. Le leader du PRD ne ménage aucun effort pour se faire entendre, relève le rédacteur de l'article qui indique que de plus en plus agacé par cette manie, les ténors et affidés de l'UPR de Joseph Diogbenou ont depuis quelques jours jeté leur dévolu sur Adrien Hongbeji. Hélas, si sa situation actuelle met en exergue des jeux plus vastes et plus complexes liés au contexte et au pouvoir décisionnel actuel, il n'en demeure pas moins que l'homme ira jusqu'au bout de cette lutte. De son côté, Adrien Hongbeji, bien assis, et Joseph Diogbenou, bien assis à la droite du chef de l'État, ne doit rien craindre du côté du ministère de l'Intérieur, qui ne gobe d'ailleurs pas l'attitude de son associé politique, même reconforté ainsi par le soutien étatique. Son illusion pourrait se renforcer au sein de sa base, surtout dans les bastions du PRD, sachant qu'il ne laissera pas le PR se disloquer entre ses mains. Il va sans dire que les Béninois devront se préparer à assister à cette guerre d'usure et de ruse entre les deux leaders politiques. Mais jusqu'où iront-ils? Tout compte fait, cet affrontement ne sera pas que juridique, comme certains peuvent le penser, sur le terrain politique, et à l'aune des échéances électorales prochaines, elle pourrait être plus féroce, rusée, enragé, conclut mon confrère. Et vous nous dites que le mpox en circulation au Ghana est moins dangereux que le variant qui sévit en Afrique centrale. Il s'agit d'un virus qui provoque la fièvre et d'intenses éruptions cutanées. Avant, bien sûr, de parler de la variole du singe, parlons de la sécurité routière. Le Bénin fait face à une montée inquiétante des accidents de la route causés en grande partie par l'incivisme des usagers. Peut-on lire à la une du quotidien Matin Libre qui souligne qu'entre excès de vitesse, surcharge et véhicules
véhicules défectueux, les chiffres de la police républicaine révèlent une situation alarmante. Tenez, des statistiques publiées par la police républicaine et relayées par Bénin Intelligent sur la période allant du 6 au 4 juin 2025, 5025 infractions ont été recensées sur nos axes routiers. Sur ce total, 2481 étaient liés à l'excès de vitesse et 620 au non-respect des feux tricolores. Elle souligne également que les stationnements souvent défaillants car dépourvus de panneaux de signalisation appropriés contribuent également à accroître les risques d'accidents au même titre que l'alcool et la consommation des stupéfiants, la fatigue et l'inattention des usagers de la route, l'usage de téléphone au volant, le refus de priorité et de non-respect des distances de sécurité face à ces comportements à risque. Le télégramme invite à la vigilance. Pendant donc ce temps, on alerte sur la variole du singe qui sévit désormais au Ghana. Merci William, bienvenue à Guiard. Merci pour la revue de presse. On se retrouve demain, n'est-ce pas? Demain avec le même plaisir. Allez, merci de nous avoir suivis de bout en bout. Vous faites bien d'être à nos côtés. Ici s'achève Bonjour le Bénin. De ce jour, on se retrouve demain, 7h, 9h.